Tout a commencé par une chose si infime. Une simple requête sur un vol de minuit. Voudriez-vous changer de siège? Pourtant, en moins d'une heure, cette requête a explosé en une confrontation à 10 000 mètres d'altitude. Une confrontation qui non seulement allait humilier une brillante femme noire, mais aussi clouer au sol l'ensemble des opérations d'une compagnie aérienne internationale. Voici l'histoire du docteur Sandrine Dubois, une femme à l'autorité tranquille, une femme qui avait passé sa vie à concevoir les systèmes de sécurité même qui maintiennent les avions dans le ciel. Et pourtant, dans la cabine première classe du vol Air France 729, elle fut traitée non pas comme une pionnière, ni même comme une passagère égale, mais comme quelqu'un qui n'avait pas sa place. Comment un refus calme de céder le siège qui lui revenait de droit a-t-il pu se transformer en accusation de menace à la sécurité? Pourquoi le silence s'est-il abattu sur ceux qui en ont été témoins? Et comment une seule femme, avec un unique appel téléphonique, a-t-elle pu paralyser l'un des plus grands aéroports du monde? Vous êtes sur le point d'entendre une histoire qui vous fera remettre en question l'autorité, défier l'injustice et vous rappellera que la dignité est un pouvoir. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner pour ne jamais manquer une histoire qui expose la vérité et exige la justice. La cabine première classe du vol Air France 729 baignait dans une lumière chaude et tamisée. Les hublots du Boeing 787 s'étaient obscurcis pour prendre une douce teinte bleutée, et l'odeur des serviettes fraîchement chauffées flottait dans l'air. Le vrombissement des moteurs était constant, presque comme un battement de cœur grave sous le plancher, un rappel que cet appareil les emportait loin de Paris, vers le ciel ouvert en direction de Londres. Le docteur Sandrine Dubois était assise au siège 2A, son siège côté hublot de prédilection. Elle l'avait choisi des mois auparavant, comme elle le faisait toujours avant ses conférences internationales. Pour elle, regarder la ville rétrécir sous les nuages n'était pas seulement un rituel. C'était une forme de méditation. À 52 ans, Sandrine se mouvait avec une quiétude qui ne venait pas de la passivité, mais d'une force profonde. Elle avait appris il y a longtemps que la véritable autorité n'avait pas besoin de crier. Elle émanait de la présence, de la clarté tranquille dans ses yeux, de la discipline de ses pensées. Ses boucles poivre et sel encadraient son visage, et ses yeux sombres dégageaient une sorte de concentration calme. Elle portait un blazer bleu marine, de simples boucles d'oreilles en perles et une paire de lunettes qui lui donnaient l'air de quelqu'un qui observait toujours, analysait toujours. Et en vérité, c'était le cas. Sandrine n'était plus qu'une passagère sur ce vol. Elle était professeure de génie aéronautique, une femme qui avait passé des décennies à concevoir des protocoles de sécurité, à conseiller la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, et à former les commandants de bord qui pilotaient maintenant des avions comme celui-ci. Pourtant, dans cette cabine, elle était simplement une autre voyageuse. Dépliant tranquillement son carnet relié en cuir, prête à noter quelques pensées avant de s'immerger dans le monde d'une symphonie de Brahms avec ses écouteurs, elle laissa échapper une lente respiration, son corps se détendant dans le siège comme s'il s'agissait d'un vieil ami. Le bourdonnement des conversations était faible, le cliquetis de verres devint délicat. C'était, du moins pour l'instant, exactement ce qu'elle désirait, la paix. Mais la tranquillité a tendance à être fragile à 10 000 mètres d'altitude. Elle peut s'évanouir avec une seule ombre. Une silhouette se profila au-dessus d'elle, découpée dans la douce lueur du plafonnier. « Excusez-moi » dit la voix. Elle était masculine, ferme, empreinte d'impatience plutôt que de courtoisie. Sandrine leva les yeux de son carnet. Debout dans l'allée se trouvait un homme qui semblait avoir la fin de la trentaine. Son costume était bien coupé mais froissé sur les bords, comme s'il avait été porté un jour de trop. Ses cheveux châtains clairs étaient plaqués en arrière, mais pas assez soigneusement pour cacher l'arrogance lasse de sa posture. Son nom, comme elle l'apprendrait plus tard, était Léo Fournier. Mais à ce moment-là, il n'était qu'un inconnu qui portait déjà l'aura du privilège. Léo désigna le siège 2B, déjà occupé par une jeune femme qui arrangeait son ordinateur portable. « C'est ma collègue » dit-il. Sa voix n'était pas une demande, mais une annonce. « Nous devons nous asseoir ensemble pour revoir une présentation. Il faudra que vous preniez ma place à la place. C'est le 3C, juste derrière nous. » Sandrine cligna une fois des yeux, puis laissa calmement son regard tomber sur la carte d'embarquement posée sur sa console avant de le ramener sur son visage. « Je suis désolée, dit-elle, son ton égal et posé. C'est mon siège attribué. » Léo expira brusquement, comme si elle n'avait pas saisi l'importance évidente de ses paroles. « Oui, je vois bien. Mais nous avons du travail.
Cette fusion que nous finalisons vaut des millions. Je suis sûr que vous comprenez à quel point c'est important. Ses yeux balayèrent la cabine comme pour inviter les autres passagers à hocher la tête en sympathie avec sa propre importance. La jeune femme en 2B, Chloé Bernard, comme Sandrine le découvrirait plus tard, semblait mortifiée. Léo, ce n'est pas grave, murmura-t-elle, les joues rouges. On peut juste, non, la coupa Léo, son ton se faisant plus vif. Ce n'est pas grave. Nous avons besoin de l'espace. Madame peut prendre ma place. Il désigna son siège du milieu au rang 3, comme s'il avait résolu le problème avec magnanimité. Sandrine l'étudia un long moment, son silence délibéré. Finalement, elle parla avec une clarté constante qui portait plus de poids que de volume. « J'ai spécifiquement choisi ce siège, dit-elle. Je crains de ne pas pouvoir bouger. » Quelque chose vacilla sur le visage de Léo. D'abord l'agacement, puis l'incrédulité, puis les premiers stades de la colère. Sa mâchoire se serra. « Écoutez, dit-il en baissant la voix comme pour tenter de faire preuve de patience. Je ne pense pas que vous compreniez. C'est important. Mon confort, répondit Sandrine, est également important pour moi. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne fronça pas les sourcils. Elle énonça simplement un fait, son ton plat et calme, mais inébranlable. La simplicité de son refus le frappa plus durement que n'importe quel argument aurait pu le faire. C'était comme si elle avait rejeté non seulement sa demande, mais toute sa hiérarchie de priorité. Son visage s'empourpra et ses doigts se crispèrent autour du dossier du siège, le serrant plus que nécessaire. Le bourdonnement de la cabine sembla se calmer. Un passager voisin toussa maladroitement. Un autre bougea sur son siège. La première ondulation de tension avait pénétré les eaux calmes. Les yeux de Chloé allaient nerveusement de l'un à l'autre, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour parler, puis se refermant. Elle paraissait petite à côté de la présence imposante de Léo, prise entre la loyauté et la conscience. Sandrine croisa son regard un bref instant. Il y avait quelque chose là, des excuses, de l'embarras, et un appel silencieux au pardon. Mais Chloé ne dit rien. Sandrine reporta son attention sur son carnet. La conversation, du moins de son point de vue, était terminée. Elle ajusta ses lunettes, cliqua sur son stylo et écrivit une seule ligne de son écriture précise et déliée, le respect ne devrait pas être négociable. Léo s'attarda dans l'allée, refusant de lâcher prise, sa poitrine se soulevant d'une frustration non dépensée. Pour lui, il ne s'agissait plus d'un siège. Il s'agissait de domination, de contrôle, de se faire dire non par une femme qui refusait de céder. Et il ne réalisait pas encore que la tempête qu'il invoquait allait bientôt échapper à son contrôle. Les lumières de la cabine s'atténuèrent légèrement alors que l'équipage se préparait au décollage. Quelque part au loin, les moteurs rugirent un peu plus fort, leur ton montant comme pour préfigurer l'escalade à venir. Le docteur Sandrine Dubois ferma son carnet et le glissa dans la pochette du siège. Elle sentait déjà le poids du conflit à venir presser contre les fragiles murs du calme. Elle plaça doucement ses écouteurs à réduction de bruit sur ses oreilles, mais elle ne lança pas encore la musique. Au lieu de cela, elle resta assise en silence, les yeux rivés sur le hublot, regardant les traînées de pluie illuminées par les projecteurs de l'aéroport. Elle savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Léo Fournier ne battit pas en retraite. Au contraire, le refus sembla allumer quelque chose en lui. Il déplaça son poids, s'appuyant contre le dossier du siège de la rangée devant lui, une posture qui suggérait son intention de tenir audience là, dans l'allée, jusqu'à obtenir ce qu'il voulait. Sa mâchoire se contracta tandis qu'il laissait échapper un soupir assez fort pour que plusieurs passagers à proximité l'entendent. « Vous ne comprenez vraiment pas la gravité de la situation, dit-il, baissant la voix mais aiguisant les bords de ses mots. Ce n'est pas une simple discussion entre collègues. C'est un contrat, une fusion internationale. Des dizaines de millions d'euros sont en jeu. Nous devons être côte à côte. Je ne peux pas me permettre de distraction. » Le docteur Sandrine Dubois ajusta légèrement la coudoir, comme pour créer une frontière plus solide entre elle et lui. Elle rencontra son regard sans hostilité, mais aussi sans compromis. « Je ne conteste pas l'importance de votre travail, dit-elle d'un ton égal. Mais votre urgence n'annule pas mes droits en tant que passagère. J'ai acheté ce siège. Je l'ai choisi délibérément, et j'ai l'intention d'y rester. » Son calme le déstabilisa. Il avait l'habitude que les gens s'irritent,
s'excusent ou cèdent lorsqu'on leur mettait la pression avec son genre de certitude. Mais Sandrine n'élevait pas la voix. Elle ne s'excusait pas. Elle était simplement stable, immuable. Cette quiétude l'agaçait d'une manière que des cris n'auraient jamais pu le faire. Chloé Bernard, la jeune femme en 2B, bougea mal à l'aise. Elle avait ouvert son ordinateur portable et essayait de faire comme si elle était absorbée par l'arrangement de diapositives, mais le tremblement de ses mains la trahissait. Elle jeta un regard de côté à Sandrine, puis de nouveau à Léo. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, hésitantes. Léo, peut-être qu'on devrait juste, Léo la coupa d'un geste dédaigneux. Chloé, s'il te plaît. Ce n'est pas négociable. Nous devons finaliser notre argumentaire avant d'atterrir. Tu sais à quel point l'enjeu est élevé. Son ton, enveloppé d'un vernis condescendant, la fit taire avant qu'elle ne puisse formuler une protestation. Quelques rangées derrière, un homme faisant semblant de faire défiler son téléphone haussa les sourcils, écoutant clairement. La tension dans l'air était maintenant tangible, du genre qui attire les gens, qu'ils veuillent être impliqués ou non. Pourtant, personne ne parlait. Personne ne voulait être le premier à intervenir dans un conflit qui se dirigeait vers le spectacle. Sandrine prit une lente inspiration, se ressaisissant. Elle avait déjà vécu cela, pas exactement à ce siège, dans cet avion précis, mais dans les innombrables espaces de sa vie où quelqu'un avait supposé que sa présence était négociable, lors de réunions de conseils d'administration, de conférences, même dans les salles des professeurs où des hommes plus jeunes et moins diplômés avaient parlé plus fort qu'elle comme si ces mots étaient facultatifs. Et pourtant, elle avait toujours constaté que plus elle opposait la force au sang-froid, plus ses détracteurs devenaient mal à l'aise. Cela les déstabilisait de réaliser qu'ils ne pouvaient pas la provoquer dans le rôle qu'ils attendaient, la femme en colère, déraisonnable. Non, pas ce soir, pensa-t-elle. Monsieur Fournier, dit-elle doucement, sa voix assez basse pour le forcer à se pencher. Vous devriez peut-être envisager de demander à votre collègue de bouger si c'est si essentiel. Sinon, vous avez la possibilité de travailler depuis votre propre siège. Ma décision est finale. Ces mots étaient fermes, mais ne portaient aucun venin. C'était un mur, mais pas une arme. Léo cligna des yeux, déconcerté par son refus de s'engager dans le bras de fer qu'il pensait gagner. Il se redressa, son visage devenant rouge, et regarda dans l'allée comme s'il cherchait du renfort. Il arriva sous la forme d'une silhouette s'approchant rapidement de l'office. L'hôtesse de l'air, Valérie Petit, apparut, son sourire tendu et professionnel, le genre de sourire qui semblait assez pratiqué pour résister aux turbulences. Elle avait la quarantaine, ses cheveux blonds tirés en un chignon soigné, son uniforme parfaitement repassé, ses pas portaient l'autorité confiante de quelqu'un qui avait géré d'innombrables querelles de passagers auparavant. Y a-t-il un problème ici, monsieur ? Demanda Valérie, dirigeant son attention non pas vers Sandrine, mais vers Léo. Son ton était imprégné d'un professionnalisme sympathique. Elle ne jeta même pas un regard à Sandrine au début, comme si elle était accessoire à la scène. Léo désigna immédiatement Sandrine, saisissant sa chance. Oui, il y en a un. Cette dame refuse d'échanger de siège pour que je puisse travailler avec ma collègue ici. C'est une affaire cruciale pour mon entreprise, et elle est complètement déraisonnable. Valérie tourna enfin son regard vers Sandrine, et la douceur de son sourire se mua en quelque chose de condescendant. Madame, dit-elle, sa voix prenant le registre qu'on pourrait utiliser avec un enfant confus. Cela aiderait vraiment si vous pouviez simplement l'accommoder. Lui et sa collègue doivent travailler et ce n'est que pour la durée du vol. Vous serez toujours en première classe. Juste une rangée plus loin. Ce n'est sûrement pas un si grand inconvénient. Sandrine sentit le serrement familier dans sa poitrine, la reconnaissance lasse du scénario qu'elle avait déjà entendu. Les hypothèses tacites pesaient lourdement dans l'air, que sa présence dans cette cabine était un hasard, qu'elle avait en quelque sorte moins droit au confort, que sa voix comptait moins. Elle regarda Valérie droit dans les yeux, son ton calme mais inflexible. Je suis à mon siège attribué. Je l'ai sélectionné il y a des mois pour une raison. Je ne bougerai pas. Le sourire de Valérie vacilla. Ses yeux se durcirent, juste un peu, le masque glissant. Madame, nous ne voulons pas faire de scène, dit-elle, sa voix empreinte d'un avertissement. Sandrine arqua un sourcil, son calme plus tranchant que n'importe quelle lame. Je n'ai aucune intention de faire une scène. Je suis simplement assise à la place que j'ai payée. C'est ce monsieur qui fait des demandes. Pendant un instant, le silence.
Les passagers environnants bougèrent à nouveau, leur regard passant d'une figure à l'autre comme s'ils assistaient à une pièce de théâtre. Certains visages étaient sympathiques, d'autres impatients, quelques-uns tranquillement satisfaits d'assister à un drame qui rompait la monotonie de l'attente du décollage. Mais personne ne parlait. Le silence, pensa Sandrine, était toujours la forme la plus facile de complicité. Léo eut un sourire narquois, encouragé par l'intervention de Valérie. Il croisa les bras, certain que le vent avait tourné. Chloé, cependant, avait l'air pâle, ses yeux se posant sur le visage de Sandrine avec quelque chose qui ressemblait à des excuses. Elle sembla sur le point de dire quelque chose, mais se rétracta sous le regard vif de Léo. Sandrine laissa son regard reposer un instant sur le hublot, observant une traînée de pluie glisser en diagonale sur la vitre, illuminée par les lumières du tarmac. À l'intérieur de sa poitrine, le débat faisait rage. Devait-elle céder pour éviter l'escalade? Devait-elle choisir la voie de la moindre résistance, celle qu'elle avait choisie trop de fois auparavant, juste pour que la journée avance? Ou devait-elle camper sur ses positions, sachant très bien la tempête que cela pourrait déclencher? Elle en connaissait le coup. Tenir tête aux préjugés subtils avait toujours exigé plus d'elle que de ceux qui les infligeaient. L'épuisement de devoir toujours décider, est-ce la bataille qui vaut la peine d'être menée? Mais une autre vérité ancrait sa résolution. Chaque fois qu'elle cédait, elle apprenait au monde qu'il pouvait continuer à faire pression. Et ce soir, elle ne pouvait pas lui donner cette leçon. Ses mains reposaient calmement sur ses genoux. Sa voix, quand elle parla à nouveau, était mesurée et inébranlable. « Je ne bougerai pas, dit-elle. Si Monsieur Fournier a besoin de travailler avec sa collègue, il a des options. Mais je n'en suis pas une. » Le sourire de Valérie disparut complètement. Pour la première fois, elle parut déstabilisée. Elle échangea un regard avec Léo, une alliance silencieuse se formant entre eux. Et à ce moment-là, Sandrine sentit l'atmosphère dans la cabine changer, la chaleur de l'hospitalité se refroidissant en quelque chose de cassant, de dangereux. L'hôtesse de l'air redressa sa posture, son ton perdant son vernis poli. « Madame, je vous suggère fortement de reconsidérer, dit Valérie. Si vous continuez à ne pas coopérer, je devrais peut-être appeler le chef de cabine. » Sandrine ferma son carnet et le posa soigneusement sur la console à côté d'elle. Elle tourna la tête, ses yeux rencontrant ceux de Valérie avec un calme presque déconcertant. « Faites-le, je vous en prie, dit-elle doucement. J'en serais ravie. » Pendant un battement de cœur, les trois restèrent figés dans leur impasse. L'homme d'affaires privilégié, l'hôtesse condescendante et la femme calme qui refusait de céder. Autour d'eux, la cabine semblait retenir son souffle, comme si elle sentait les nuages d'orage s'amonceler juste au-delà des murs du fuselage. Et Sandrine savait au plus profond d'elle-même que c'était loin d'être terminé. Le murmure des voix dans la cabine s'estompa lorsque Valérie Petit recula. Sa main se leva légèrement, signalant d'attendre. Ses lèvres se pressèrent en une ligne fine avant qu'elle ne disparaisse dans l'allée vers l'office. Dès son départ, le silence sembla inonder l'espace qu'elle occupait, ne laissant que le doux vrombissement des moteurs du Boeing 787 et les chuchotements étouffés de quelques passagers curieux se penchant juste assez pour apercevoir quelque chose. Léo Fournier redressa les épaules, comme certain que la victoire n'était qu'à quelques instants. Il jeta un regard autour de lui avec la suffisance d'un homme qui croyait venir d'invoquer la cavalerie. Chloé Bernard resta à sa place. Ses yeux étaient fixés sur l'écran de son ordinateur portable, bien qu'elle n'ait pas tapé un seul mot depuis plusieurs minutes. Sa posture criait l'inconfort, chaque muscle tendu, comme si elle se préparait à des turbulences qui n'étaient pas encore arrivées. Le docteur Sandrine Dubois ajusta ses lunettes et croisa soigneusement les mains sur ses genoux. Extérieurement, elle était toujours calme, l'image même du contrôle tranquille. Mais à l'intérieur, ses pensées vacillaient d'inquiétude. Elle avait choisi ce siège, ce rituel, parce qu'elle avait besoin de paix avant sa semaine de conférence à Londres. Elle avait besoin de la clarté qui venait de la solitude, de voir la Terre s'éloigner sous elle alors qu'elle se préparait à discuter des protocoles de sécurité aérienne avec un public international. Au lieu de cela, elle se trouvait maintenant piégée dans une danse trop familière, le test de sa résolution contre le privilège des autres, la performance de la patience face à la condescendance. Elle se demanda un instant s'il ne serait pas plus facile de céder. Elle pourrait reculer d'une rangée, perdre sa vue, perdre son espace soigneusement choisi, mais éviter ce spectacle. Elle pourrait les laisser gagner cette manche et s'épargner l'épuisement de l'escalade. Mais alors même que la pensée lui traversait l'esprit,
elle l'a reconnue pour ce qu'elle était, la tentation de la reddition. Combien de fois dans sa vie avait-elle choisi cette voie? Combien de fois avait-elle avalé des indignités pour maintenir la paix? Trop de fois. Et chaque concession l'avait laissée avec le même goût amer, la même question résonnant en elle, quelle leçon leur ai-je appris sur ma valeur? Son regard dériva vers Chloé. Le visage de la jeune femme était pâle, ses lèvres pincées, ses yeux lourds de quelque chose entre la culpabilité et la peur. Sandrine connaissait ce regard. C'était le regard de quelqu'un piégé par la hiérarchie, trop effrayé par la colère de son supérieur pour dire la vérité. Le silence de Chloé n'était pas de l'indifférence. C'était de la survie. Le cœur de Sandrine s'adoucit pour elle. Elle pouvait voir les chaînes invisibles qui maintenaient Chloé immobile. Et puis Valérie revint. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle marchait Stéphane Lefebvre, le chef de cabine principal du vol. Son uniforme était impeccable, ses cheveux argentés soigneusement peignés, son expression figée dans le masque d'un homme qui avait depuis longtemps cessé d'écouter les nuances. Il se déplaçait avec un air d'autorité lasse, du genre qui exigeait la conformité sans avoir besoin de se justifier. « Bonsoir », dit Stéphane, sa voix projetée à travers la cabine. Il s'arrêta juste à côté de la rangée de Sandrine, croisant les mains devant lui comme s'il présidait un tribunal. « Je comprends qu'il y a un problème ici. » Avant que Sandrine ne puisse répondre, Léo intervint avec empressement, la désignant du doigt. « Oui, il y en a un. Cette passagère refuse d'échanger de siège pour que je puisse travailler avec ma collègue. J'ai expliqué à quel point c'est crucial, et elle est complètement déraisonnable. Votre hôtesse a déjà essayé d'aider, mais elle ne veut pas coopérer. » Stéphane hocha gravement la tête, ses yeux se tournant vers Valérie, qui fit un signe de tête subtil en retour, renforçant la version des faits de Léo. Puis son regard se posa sur Sandrine, évaluateur, sceptique. « Madame, dit-il, son ton devenant ferme, paternel. Est-ce exact? On vous a demandé de bouger et vous refusez. » Sandrine garda sa voix calme, même si l'injustice de la formulation la rongeait. « Je suis assise à mon siège attribué. J'ai acheté ce siège il y a des mois. Monsieur Fournier m'a demandé de bouger pour pouvoir s'asseoir à côté de sa collègue. J'ai décliné. C'est toute la situation. » Les lèvres de Stéphane s'amincirent. « Et pourtant, c'est devenu perturbateur, dit-il, le mot pesant comme une pierre. Vous comprenez que nous avons besoin de coopération dans la cabine. Si une demande raisonnable est faite, cela aide tout le monde si les passagers sont prêts à faire des compromis. » Sandrine se pencha légèrement en arrière, ses yeux fixés sur lui. « Avec tout mon respect, une demande raisonnable n'est pas celle qui m'oblige à renoncer à ce que j'ai légitimement payé. La perturbation, comme vous l'appelez, ne vient pas de moi. » Sa voix était douce, mais la précision de ses mots tranchait l'air vicié de la cabine. Quelques passagers bougèrent sur leur siège, s'échangeant des regards, bien que personne ne parlât encore à voix haute. Léo laissa échapper un rire sec. « Vous entendez ça? Elle déforme les choses comme si elle était la victime. J'essaie de conclure un accord commercial ici. Des millions sont en jeu. Et elle fait quoi? Elle lit un carnet. » Chloé tressaillit, ses yeux se tournant vers lui avec alarme. « Léo, s'il te plaît, » murmura-t-elle, mais ses mots furent avalés par sa fanfaronnade. Stéphane expira lentement, comme si sa patience s'épuisait. « Madame, je vous le demande une fois de plus. Pouvez-vous s'il vous plaît vous déplacer au siège 3C? C'est juste une rangée derrière. Vous serez toujours en première classe. Cela n'a pas à aller plus loin. » La tentation vacilla à nouveau. Une rangée derrière, un siège du milieu, moins de confort, moins de paix. Mais la paix n'était pas le vrai coup. C'était la dignité. Et la dignité n'était pas négociable. Les doigts de Sandrine se resserrèrent sur le bord de son accoudoir, son dialogue intérieur rugissant plus fort. « Si tu dis oui maintenant, tu seras à nouveau invisible. Si tu dis non, tu seras dépeinte comme difficile. Dans les deux cas, il gagne. Mais quel choix te permet de te regarder en face demain? » Elle releva légèrement le menton, sa voix calme, mais résonnant de conviction. « Non, je ne bougerai pas. J'ai le droit de m'asseoir dans le siège que j'ai acheté. Si le travail de Monsieur Fournier est si urgent, il a la possibilité d'échanger avec sa collègue ou de le faire depuis son siège attribué.
Les mots restèrent en suspens dans l'air, vifs et définitifs. Le visage de Léo devint cramoisi, ses poings se serrant sur ses flancs. Valérie bougea mal à l'aise, sa confiance antérieure se fissurant, et l'expression de Stéphane Lefebvre se durcit en quelque chose de froid, d'autoritaire, d'inflexible. « Très bien, dit-il, son ton baissant d'une octave. Si vous refusez de vous conformer à la demande de l'équipage, alors nous n'aurons d'autre choix que d'impliquer le commandant de bord. » Un souffle collectif parcourut la cabine. Les passagers se penchèrent, les yeux écarquillés, sentant le drame approcher de sa prochaine étape. Le cœur de Sandrine battait la chamade, mais son visage restait serein. Elle savait ce qui allait arriver. Elle avait vu ce schéma trop de fois, l'escalade, la formulation, la tentative de faire de son défi une perturbation. Mais cette fois, elle ne plierait pas. Elle tourna son regard vers le hublot, sa voix douce mais résolue. « Alors, faites-le, je vous en prie. » Pendant un instant, le vrombissement des moteurs fut le seul son, constant et indifférent. La pluie à l'extérieur striait la vitre, illuminée par la lueur des projecteurs, et à l'intérieur de la cabine, la tempête resserrait son emprise, se préparant à éclater. Stéphane Lefebvre ne perdit pas de temps. Après le refus calme de Sandrine, il fit un signe de tête sec à Valérie Petit et se dirigea rapidement vers l'office avant. Sa démarche était déterminée, saccadée, et le bruit de ses chaussures cirées était assez fort pour être entendu dans toute la cabine première classe. Les passagers tournèrent la tête comme s'ils assistaient au premier acte d'un drame pour lequel ils n'avaient pas acheté de billets, mais dont ils ne pouvaient détourner le regard. Sandrine Dubois resta immobile, son regard s'attardant sur les gouttes de pluie glissant en diagonale sur le hublot. Elle pouvait entendre les gens bouger sur leurs sièges, les tous étouffés, le faible bruissement des journaux alors que les gens faisaient semblant de se désengager tandis que leur curiosité dévorait chaque détail. Elle sentit le projecteur pressé contre sa peau, mais son visage ne trahissait rien. Elle avait appris il y a longtemps que le sang-froid était un bouclier en soi. Léo Fournier se pencha plus près de Chloé Bernard, sa voix basse mais débordant de triomphe. « C'est réglé, murmura-t-il. Le chef de cabine va la remettre à sa place. » Il se renversa en arrière avec un sourire narquois, comme si l'affaire était déjà décidée, comme si la force tranquille de Sandrine n'était qu'un inconvénient temporaire. L'estomac de Chloé se noua. Elle fixa l'écran de son ordinateur portable, le curseur clignotant sur un document vierge. Elle ne pouvait pas se concentrer, pas avec la chaleur de la honte qui lui brûlait les joues. Elle voulait parler, mon Dieu, elle voulait dire quelque chose. Elle avait observé tout l'échange. Elle savait que Sandrine n'avait été que calme, raisonnable. Mais la voix de Léo était celle qui portait l'autorité à ce moment-là, et Chloé avait vécu trop longtemps dans l'ombre d'hommes comme lui pour ne pas connaître le coup de les contredire. Si je dis quelque chose maintenant, il se vengera au travail, pensa-t-elle. Il me rendra la vie impossible. Peut-être même qu'il fera dérailler toute ma carrière. Mais si je reste silencieuse, qu'est-ce que ça fait de moi? Ses doigts tremblaient sur le clavier. Le silence avait un goût amer, mais la peur le maintenait coincé dans sa gorge. Puis Stéphane revint, et cette fois il n'était pas seul. Le capitaine Pierre Lambert le suivait, sa chemise blanche impeccable brillant sous les plafonniers, ses épaulettes captant la faible lueur dorée de la cabine. Il était grand, large d'épaules, avec le genre de visage buriné qui parlait de décennies dans le cockpit. Sa présence changea instantanément l'air. Les passagers se redressèrent. Les conversations moururent. L'autorité, absolue et indéniable, était entrée dans la pièce. « Capitaine », commença Stéphane, sa voix calibrée pour les passagers environnants autant que pour Lambert. « Nous avons une situation. » Les yeux de Lambert balayèrent la cabine, sa mâchoire serrée. Il ne regarda pas Sandrine en premier. Au lieu de cela, il se tourna légèrement vers Stéphane et Valérie, écoutant leur récit rapide et saccadé. Léo se pencha dans l'allée, ajoutant son propre commentaire avec une frustration théâtrale. Pour quiconque observait, le tableau semblait officiel, procédural, un équipage se concertant, un passager se plaignant, le capitaine étant briefé. Pour Sandrine, cela ressemblait à toute autre chose, un procès, tenu à voix basse sans que sa voix ne soit présente. Elle ferma brièvement les yeux, inspirant lentement par le nez. Elle avait passé sa vie à enseigner aux pilotes la gestion des ressources de l'équipage, les dangers des préjugés, les conséquences catastrophiques de ne pas recueillir d'informations avant de prendre une décision. Et maintenant, elle était là,
regardant le protocole même qu'elle avait aidé à rédiger s'effilocher sous ses yeux. Finalement, le capitaine Lambert s'avança. Sa grande carrure bloquait l'allée alors qu'il s'arrêtait à la rangée de Sandrine. Son regard se posa juste au-dessus de sa tête, comme s'il s'adressait au dossier du siège plutôt qu'à la femme qui s'y trouvait. « Madame » commença-t-il, son baryton profond et résonnant. « Je suis le capitaine Lambert. On m'a informé que vous refusez de vous conformer aux instructions de l'équipage et que votre comportement devient perturbateur. Cela ne peut pas continuer. » Le mot « perturbateur » trancha l'air, emportant avec lui tout le venin de l'accusation. Les passagers bougèrent à nouveau, certains chuchotant, d'autres échangeant des regards qui disaient « Ah, alors c'est de ça qu'il s'agit. » Le cadrage était complet. Sandrine n'était pas une femme défendant calmement ses droits. Elle était un problème. Sandrine tourna lentement la tête, son regard rencontrant enfin celui de Lambert. Sa voix était calme, contrôlée, mais bordée d'acier. « Capitaine, avec tout mon respect, je n'ai pas été perturbatrice. J'étais assise à mon siège attribué, lisant tranquillement. Un passager m'a demandé de bouger. J'ai décliné. Votre équipage a inutilement envenimé cette affaire et a déformé mon comportement. » La mâchoire de Lambert se contracta, ses yeux se tournèrent brièvement vers Léo, puis de nouveau vers Sandrine. C'était un homme pris entre sa perception de l'autorité et son besoin de maintenir l'ordre. « Mon équipage est composé de professionnels expérimentés, dit-il fermement. Je fais confiance à leur jugement. S'ils disent que vous refusez de vous conformer, alors vous refusez. Maintenant, allez-vous vous déplacer vers l'autre siège ou allons-nous avoir un problème ?» La cabine retint son souffle. Chaque mot résonnait trop fort dans le silence. Les mains de Chloé se crispèrent sur ses genoux. Elle voulait crier la vérité, que Sandrine avait été calme, digne, que Léo avait été celui qui poussait, exigeait. Mais sa voix resta bloquée dans sa gorge. Elle pouvait déjà imaginer la réaction de Léo si elle parlait. Les regards noirs au bureau, le sabotage, les commentaires murmurés en réunion. Elle fixa ses genoux, se détestant pour sa paralysie. Sandrine, pendant ce temps, sentait le poids de la décision peser sur elle comme la gravité. Les mots du capitaine n'étaient pas seulement une demande. C'était une menace déguisée en autorité officielle. Elle pouvait se conformer et abandonner sa dignité, ou elle pouvait résister et risquer d'être expulsée. Elle entendait son propre rythme cardiaque dans ses oreilles, régulier et insistant. Elle pensa aux innombrables femmes et hommes qui avaient affronté des moments comme celui-ci, forcés de peser leur humanité contre le confort des autres. Elle pensa à chaque conférence qu'elle avait donnée sur le leadership, sur l'équité, sur le respect. Et elle pensa à Chloé, la jeune femme assise, piégée par la peur, observant en silence. Si Sandrine cédait maintenant, quelle leçon cela lui apprendrait-elle? Sa voix, quand elle vint, était basse, mais parvint à toutes les oreilles de la cabine. « Non, capitaine, je ne bougerai pas. Je n'ai rien fait de mal. Le problème n'est pas à moi de le régler. » Une ondulation traversa les passagers. Certains froncèrent les sourcils, désapprobateurs. D'autres parurent surpris, voire impressionnés. Léo ricana, son sourire narquois revenant en place, comme s'il anticipait déjà sa chute. Les yeux de Lambert se rétrécirent. Il s'était attendu à ce que la résistance s'effondre sous son autorité. Au lieu de cela, elle s'était durcie. Et à ce moment-là, sa fierté s'irrita. Reculer maintenant signifierait perdre la face, non seulement devant son équipage, mais devant toute une cabine de témoins. « Très bien, dit-il, sa voix froide. Si vous refusez de vous conformer à mes instructions, alors vous ne me laissez pas le choix. Je vais demander à la sécurité de vous escorter hors de cet appareil. » Les mots tombèrent comme un marteau frappant le bois. Sandrine resta assise, le visage serein, mais à l'intérieur, son cœur se serra. Elle avait su que cela arriverait. Pourtant, la piqûre était profonde. Être cataloguée comme une menace, une perturbation, pour simplement exister à l'endroit où elle avait tous les droits d'être. C'était une insulte, un effacement. Chloé se mordit la lèvre si fort qu'elle sentit le goût du sang. Ses mains la démangeaient de se lever, de dire quelque chose, n'importe quoi. Mais la peur la clouait à son siège. Elle murmura pour elle-même, si bas que personne ne put l'entendre, « Je suis désolée. » Sandrine rassembla ses affaires avec un soin délibéré, pliant soigneusement son blazer,
rangeant son carnet dans son sac. Chaque mouvement était précis, presque cérémoniel. Elle ne se pressait pas. Elle envoyait un message avec chaque geste calme, « Vous ne m'avez pas brisé ». Et alors qu'elle se levait, la cabine regardait, silencieuse et complice, tandis que la dignité était conduite vers la porte. La cabine première classe n'avait jamais semblé si petite. Les sièges moelleux, les lumières tamisées, le faible arôme des croissants chauds. Tout cela se dissolvait en un seul silence oppressant alors que le capitaine Pierre Lambert livrait son ultimatum. Ces mots étaient définitifs, enveloppés du poids de l'autorité fédérale, se conformer ou être expulsé. Pendant un instant, l'avion entier sembla retenir son souffle. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Même le vrombissement constant des moteurs s'estompa en arrière-plan, éclipsé par la tension électrique qui s'accrochait à chaque surface. Tous les yeux étaient fixés sur le docteur Sandrine Dubois. Sandrine resta assise, son carnet déjà soigneusement rangé dans son sac, son blazer plié sur ses genoux. Son visage ne révélait rien. Ni la piqûre de l'humiliation, ni la colère qui pressait comme un feu contre sa poitrine. Elle avait depuis longtemps maîtrisé l'art de porter le calme comme une armure. Mais à l'intérieur, son cœur souffrait d'une lourde familiarité. Elle avait su que cela pourrait arriver. Elle l'avait senti dans le ton de l'hôtesse de l'air, dans la formulation du chef de cabine, dans le refus du capitaine de la voir. Le verdict avait été écrit bien avant qu'il ne le prononce à voix haute. Léo Fournier se renversa dans l'allée, les bras croisés sur sa poitrine, un sourire narquois gravé sur son visage. Il ne prit pas la peine de le cacher. Pour lui, c'était la victoire, la confirmation que son insistance avait plus de poids que sa dignité. Chloé Bernard était assise, figée, à côté du siège désormais vide de Sandrine, le visage pâle, les yeux brillants de conflit. Elle voulait parler, arrêter ce qui se passait, mais sa voix était enfermée derrière un mur de peur. Ses doigts tremblaient contre le bord de son ordinateur portable, ses ongles s'enfonçant dans le plastique comme pour se raccrocher à quelque chose. Le capitaine Lambert s'écarta légèrement, faisant un signe de tête à Stéphane Lefebvre. Le chef de cabine fit un geste sec vers l'avant, et en quelques secondes, 2 agents de sécurité apparurent à l'entrée. Ils n'étaient pas agressifs. Leurs expressions étaient neutres. Leur présence calme mais indéniable. Pourtant, leur arrivée était la ponctuation finale et humiliante de la déclaration du capitaine. « Madame, dit doucement un agent. Veuillez rassembler vos affaires. Nous allons vous escorter hors de l'avion. » Sandrine se leva lentement, délibérément, ses mouvements précis. Elle glissa son blazer dans le creux de son bras, passa la sangle de son sac sur son épaule et enroula le cordon de ses écouteurs en un cercle parfait avant de le glisser dans sa poche. Elle ne les laisserait pas la presser. Chaque geste était intentionnel, un message silencieux, « Vous pouvez me priver de ce siège, mais vous ne me priverez pas de mon sang-froid. » La cabine regardait. Les passagers fixaient par-dessus leur téléphone. Certains yeux étaient écarquillés d'inconfort, d'autres durcis par une approbation suffisante. Quelques-uns détournèrent rapidement le regard, ne voulant pas croiser son regard, ne voulant pas admettre leur complicité. Pour eux, elle était déjà cataloguée comme la passagère à problème. Et ils étaient reconnaissants que ce ne soit pas eux. Un homme murmura à voix basse, juste assez fort pour que son voisin de siège l'entende, « Elle aurait juste dû bouger. Ça nous aurait évité tout ce bazar. » Son compagnon haussa légèrement les épaules, les yeux fixés fermement sur le plafond. Le regard de Sandrine balaya la cabine une fois. Elle vit l'évitement, l'inconfort, l'indifférence. Mais elle vit aussi Chloé. Les yeux de Chloé étaient grands, brillants. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle allait parler. Elle rencontra le regard de Sandrine, et dans cet échange silencieux, Sandrine sentit à la fois des excuses et de l'admiration. La jeune femme voulait se tenir à ses côtés, mais était piégée par sa propre peur. Sandrine maintint son regard un instant de plus, une réassurance silencieuse, « Je comprends. Ce combat n'est pas à toi de le mener aujourd'hui. » Le sourire narquois de Léo s'approfondit alors que Sandrine s'engageait dans l'allée. Il bougea légèrement, faisant mine de déplacer ses jambes pour lui laisser de la place, comme s'il lui accordait le passage. Il se pencha juste assez près pour murmurer, « Certaines personnes ne savent pas quand céder. » Sandrine ne le regarda même pas. Il n'était pas le problème. Il était un symptôme, et les symptômes n'importaient que dans la mesure où ils révélaient la maladie. Les 2 agents la flanquèrent poliment, sans la toucher, la guidant simplement vers l'avant.
Pourtant, leur présence suffisait à encadrer le moment comme une disgrâce. Les yeux des passagers suivaient chacun de ses pas. Le poids de leur regard pressait contre son dos. L'allée, autrefois large, ressemblait maintenant à un supplice. La jeune hôtesse de l'air de la rangée 4 chuchota à une collègue, « C'est elle, la perturbatrice ?» Sa voix portait l'incrédulité, mais fut rapidement avalée par le silence qui suivit. Peu voulait exprimer un doute, pas quand le capitaine avait parlé. Les pas de Sandrine étaient réguliers. Chaque pas résonnait comme un métronome, marquant le rythme de sa dignité. Elle ne les laisserait pas la voir trébucher. Elle ne les laisserait pas la voir briser. En atteignant l'avant de la cabine, elle tourna légèrement la tête, sa voix calme, mais portant juste assez pour atteindre le capitaine et le chef de cabine qui se tenaient près de l'office. « Vous faites une erreur, dit-elle, son ton calme mais résonnant. Et je vous promets que, avant la fin de cette nuit, vous le saurez. » Les lèvres du capitaine Lambert se retroussèrent en quelque chose entre un ricanement et un sourire narquois, mais il ne dit rien. La mâchoire de Stéphane Lefebvre se serra, ses yeux fuyants. Valérie Petit se tenait raidement à côté d'eux, les bras croisés, son expression composée mais cassante. La porte de la passerelle d'embarquement s'ouvrit avec un sifflement mécanique. L'air frais du terminal se déversa dans la cabine, se mêlant à l'air recyclé de l'appareil. Le son était final, définitif, comme la fermeture d'un chapitre. Sandrine franchit le seuil, la posture droite, la tête haute. Derrière elle, la cabine expira à l'unisson, un mélange de soulagement et d'inconfort. La porte se referma avec un clic lourd, la scellant à l'extérieur. À l'intérieur, les passagers bougèrent sur leurs sièges, des murmures s'élevant. Certains la condamnaient à voix basse. D'autres se demandaient à voix haute pourquoi le capitaine avait été contraint d'intervenir. Quelques-uns secouèrent la tête, sentant l'injustice, mais ne voulant pas la porter plus loin. Chloé fixa le siège vide à côté d'elle, sa poitrine se serrant. Elle venait d'assister à quelque chose qu'elle savait être mal, et elle n'avait rien fait. La culpabilité la rongeait, vive et implacable. Elle voulait croire qu'elle n'avait pas eu le choix. Mais au fond d'elle, elle savait que le silence avait été un choix à part entière. Léo se pencha vers elle, sa voix suffisante et satisfaite. Maintenant, on peut enfin se mettre au travail. L'estomac de Chloé se retourna. Elle n'ouvrit même pas son ordinateur portable. De retour dans la passerelle d'embarquement, Sandrine s'arrêta un moment. Les deux agents attendaient en silence, s'attendant à ce qu'elle continue vers le terminal. Mais elle resta immobile, sa main reposant légèrement sur la sangle de son sac. À travers la vitre épaisse, elle pouvait voir la silhouette du cockpit. La tête du capitaine Lambert penchait sur ses commandes, confiant que le problème avait été éliminé. Mais il avait mal calculé. Tous avaient mal calculé. Car Sandrine Dubois connaissait le poids des protocoles qu'il venait de violer. Elle connaissait le réseau des personnes dans sa liste de contacts. Et elle savait que son pouvoir n'avait jamais été lié à un siège dans un avion. Son pouvoir attendait juste au-delà des murs de cet appareil. Les agents échangèrent des regards incertains. L'un d'eux finit par s'éclaircir la gorge. « Par ici, madame, dit-il en désignant le terminal. Sandrine fit un très léger signe de tête. Un instant, s'il vous plaît. Elle sortit son téléphone de son sac, ses doigts stables alors qu'elle faisait défiler ses contacts. Ses yeux ne quittèrent jamais l'avion à travers la fenêtre. Elle savait déjà que l'appel qu'elle s'apprêtait à passer changerait le cours de cette nuit. Pas seulement pour elle, mais pour chaque personne encore assise à l'intérieur de cet avion. L'air sur la passerelle d'embarquement était plus froid qu'à l'intérieur de la cabine, un courant d'air stérile mêlé à la faible odeur de carburant et de nettoyant industriel. La porte derrière elle se ferma hermétiquement avec un sifflement, et le murmure des passagers disparut. Pour la première fois depuis le début de la confrontation, le docteur Sandrine Dubois se tenait seul, flanqué uniquement des deux agents de sécurité qui l'avaient escorté. Ils n'étaient pas hostiles, simplement procéduraux. Pourtant, leur présence portait une pointe de finalité. Pour eux, c'était terminé, une passagère perturbatrice expulsée, un vol prêt à partir. Mais Sandrine savait qu'il en était autrement. Ce n'était pas une fin. C'était l'ouverture d'une autre porte, plus grande. Un agent désigna le terminal. « Par ici, madame, nous allons vous guider jusqu'à la porte d'embarquement. » Sandrine leva légèrement la main. « Un instant, je vous prie. »
Elle posa son sac avec soin sur le banc intégré au mur de la passerelle et sortit son téléphone. L'écran s'alluma, un flot de notifications se disputant son attention, mais elle les ignora toutes. Son pouce parcourut ses contacts avec la précision de quelqu'un qui savait déjà exactement qui elle cherchait. Le nom apparut, Nicolas Moreau. Elle appuya sur appeler. La ligne cliqua après une seule sonnerie. Une voix familière répondit, profonde et vive, mais adoucie par la reconnaissance. « Docteur Dubois, je pensais que vous seriez déjà en l'air. Tout va bien ?» Les yeux de Sandrine restèrent fixés sur l'avion, visibles à travers l'épaisse vitre. Elle pouvait voir le nez du Boeing 787, ses lumières brillant faiblement, le personnel au sol déconnectant les derniers câbles. Elle imaginait le capitaine Pierre Lambert dans le cockpit, confiant d'avoir réduit le problème au silence. Sa voix était calme, délibérée. « Nicolas, je vous appelle pour signaler une violation du protocole de sécurité de niveau 1 sur le vol Air France 729, porte des 17. » Silence sur la ligne, lourd et tranchant. Nicolas Moreau n'était pas un homme facile à déstabiliser, mais ses mots portaient le poids du tonnerre. « Niveau 1, répéta-t-il, son ton instantanément dépouillé de toute amabilité. « Docteur Dubois, qu'observez-vous exactement ? Défaillance mécanique ? Menace à la sécurité ? » La menace, dit Sandrine, laissant une once d'acier filer dans sa voix, et dans le cockpit. Je viens d'être personnellement expulsé de cet avion par le capitaine Pierre Lambert. Le motif, selon lui, était que je représentais un risque pour la sécurité. En réalité, j'étais une passagère payante qui a refusé de céder sa place à un homme d'affaires arrogant. L'équipage a envenimé la situation. Le chef de cabine a déformé mon comportement, et le capitaine a pris une décision sans me parler directement, sans désescalade et sans suivre la directive obligatoire de gestion des conflits. Une autre pause. Quand Nicolas parla à nouveau, sa voix était de granit. Vous me dites que le capitaine a expulsé une passagère sur la base d'accusations de seconde main sans suivre la directive 7B ? Oui, dit Sandrine. La directive que vous et moi avons rédigée. Celle sur laquelle je vous ai formé. Celle que chaque équipage opérant depuis ce terminal est légalement tenu de respecter. Nicolas jura à voix basse. Un son bas, violent. Où êtes-vous en ce moment ? Toujours sur la passerelle d'embarquement. Il se prépare à repousser. À travers la fenêtre, Sandrine vit le tracteur se mettre en position. Les gyrophares jaunes du véhicule de piste se reflétaient sur le fuselage incurvé de l'avion. Elle pouvait voir des passagers à travers les hublots de la première classe, certains se réinstallant, d'autres regardant curieusement. « Ils ne vont nulle part, dit Nicolas. » Sa voix était maintenant stable, celle d'un commandant prenant le contrôle total. J'émets une immobilisation au sol sur le vol 729 immédiatement. Examen critique de l'équipage de commandement, effectif maintenant. Sandrine observa alors que, presque instantanément, un véhicule d'opérations aéroportuaires avec des gyrophares s'approcha du nez de l'avion. Le tracteur s'arrêta brusquement. Un homme en gilet de haute visibilité se mit à agiter les bras, faisant signe au cockpit. L'avion, qui était à quelques instants de rouler, fut soudainement figé sur place. Une lueur de satisfaction sombre toucha les lèvres de Sandrine. « Je vois déjà votre œuvre. »« Ce n'est pas la mienne, » répondit Nicolas. « C'est la vôtre. Un rapport de niveau 1 de votre part équivaut à un mandat direct de la DGAC. Vous venez de clouer ce vol au sol. » Les deux agents de sécurité échangèrent des regards incertains. Ils avaient escorté une passagère hors d'un avion, s'attendant à ce que l'affaire s'arrête là. Maintenant, ils regardaient le plus gros avion sur le tarmac rester immobile sous des lumières clignotantes. Tout cela à cause de la femme qui se tenait calmement avec son téléphone. Sandrine ajusta plus fermement son blazer sur son bras. « Nicolas, vous comprenez ce que cela signifie ? » « Je le comprends, » dit-il sombrement. « Si les équipages de commandement d'Air France ne peuvent pas suivre le protocole, il ne s'agit pas d'un seul avion. C'est toute la certification de ce terminal qui est en jeu. Et comme vous êtes l'auditrice principale, votre rapport aura tout le poids de l'application. » Le regard de Sandrine resta sur l'avion. Elle pouvait presque sentir la confusion bouillir à l'intérieur de la cabine. Le capitaine Lambert devait être en train de fixer ses instruments, se demandant pourquoi son autorisation n'était pas venue. Léo Fournier devait être en train de jubiler sur son siège, ignorant que sa victoire s'était déjà effondrée sous lui. Chloé Bernard.
Oui. Sandrine pensa à Chloé. Avec son visage pâle et ses mains tremblantes, Chloé devait être en train de regarder le siège vide à côté d'elle, se demandant ce que signifiait le fait que la femme qui avait refusé de bouger avait disparu si tranquillement. Mais Sandrine n'avait pas disparu. Elle était là, et la tempête ne faisait que commencer. La voix de Nicolas la ramena à ses pensées. Restez où vous êtes. Mon équipe est en route vers la porte. Nous vous retrouverons dans la passerelle. À partir de maintenant, personne ne parle à cet équipage sans passer par moi. Et, docteur Dubois, merci d'avoir appelé. S'ils vous ont traité comme ça, Dieu sait combien d'autres ils ont réduit au silence. La gorge de Sandrine se serra brièvement, mais elle le réprima. Alors, assurons-nous qu'ils ne réduisent plus personne au silence. L'appel se termina. Dehors, les moteurs de l'avion vrombissaient encore, agités, impatients de partir. Mais les gyrophares jaunes des camions d'opération racontaient une autre histoire. Les passagers à l'intérieur le sentaient aussi. La pause, le retard, la façon dont l'avion refusait de reculer. Des murmures commencèrent à onduler dans la cabine. La confusion remplaça la complaisance. Dans le cockpit, la main du capitaine Lambert agrippa les commandes radio, ses jointures blanches. Les mots de la tour de contrôle furent comme de l'eau glacée versée sur sa confiance. Air France 729, maintenez votre position. Immobilisation au sol en vigueur. Raison invoquée, examen critique de l'équipage de commandement. Ne partez pas. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Marmonna Lambert, sa voix vive. Son copilote, plus jeune, anxieux, le regarda. Ça veut dire que quelqu'un a remis en question votre autorité. Examen de l'équipage de commandement. C'est du niveau de la DGAC. L'estomac de Lambert se noua. Son autorité, incontestée depuis des décennies, était soudainement suspendue en plein vol avant même que l'avion n'ait quitté le sol. Et quand il regarda par la fenêtre du cockpit, il les vit, des officiels des opérations se rassemblant près de la passerelle d'embarquement, des costumes sombres se déplaçant avec détermination. Et au centre, marchant calmement avec un téléphone toujours à la main, se trouvait le docteur Sandrine Dubois. Le poids malade dans son estomac s'alourdit. Il réalisa trop tard que la passagère qu'il avait renvoyée comme une perturbation était la seule personne ayant le pouvoir de paralyser son vol entier, et peut-être sa carrière. De retour sur la passerelle d'embarquement, Sandrine glissa son téléphone dans son sac. Elle regarda les deux agents à ses côtés, qui la considéraient maintenant avec un mélange de respect et de stupéfaction. Ils l'avaient escortée en silence. Maintenant, il comprenait que la femme qu'il pensait impuissante venait d'arrêter le plus gros avion du tarmac d'un seul appel téléphonique. Sa voix était calme mais résolue. « Messieurs, vous feriez peut-être bien de rester prêts. Les choses vont se compliquer. » La passerelle d'embarquement vibra légèrement sous le poids de pas pressés. Un groupe d'officiels en costume sombre s'avança vers la porte de l'avion, leur badge scintillant sous les néons. À leur centre marchait Nicolas Moreau, grand et large d'épaules, sa présence dégageant le genre d'autorité qui réduisait les questions au silence avant même qu'elles ne soient posées. À ses côtés, calme et sans hâte, se trouvait le docteur Sandrine Dubois. Elle ne marchait pas avec colère. Elle se déplaçait avec l'assurance sereine de quelqu'un qui connaissait déjà l'issue. Son sac pendait soigneusement à son épaule, son blazer drapé sur son bras, comme si elle entrait dans un amphithéâtre plutôt que de remonter à bord de l'avion qui venait de l'expulser. Les deux agents de sécurité suivaient à un pas derrière, manifestement incertains s'ils étaient des témoins, des escortes ou des élèves dans une leçon qui dépassait rapidement leur niveau de salaire. Lorsque la porte de la cabine s'ouvrit à nouveau, un silence de plomb tomba sur la section première classe. Les passagers qui commençaient à peine à se détendre dans l'illusion du départ se redressèrent. La vue de Sandrine revenant aux côtés de l'homme que chaque employé de l'aéroport reconnaissait comme le directeur des opérations provoqua une onde de choc dans la cabine. Le sourire narquois de Léo Fournier s'effondra instantanément, remplacé par une lueur de confusion. Le souffle de Chloé Bernard se coupa dans sa gorge. Valérie Petit, debout près de l'office, se figea avec une cafetière à mi-chemin d'une tasse. Et le capitaine Pierre Lambert, sortant à contre-cœur du cockpit, sentit le poids de l'effroi s'enfoncer comme du plomb dans sa poitrine. Nicolas s'arrêta juste à l'intérieur de la cabine, sa voix calme, mais portant l'autorité d'un homme qui contrôlait les pistes et les portes d'un simple appel. « Capitaine Lambert, mon nom est Nicolas Moreau, directeur des opérations de cet aéroport.
Nous devons avoir une discussion. La mâchoire de Lambert se serra. Il jeta un coup d'œil à Stéphane Lefebvre, qui bougea mal à l'aise, puis de nouveau à Nicolas. Directeur Moreau, dit-il, le ton raide. C'est très irrégulier. Nous nous préparions au départ. Votre départ a été suspendu, répliqua Nicolas, ses yeux inébranlables. Le vol 729 est cloué au sol, en attente d'un examen de l'équipage de commandement. Et nous allons mener cet examen ici même, maintenant. Des halètements parcoururent la cabine. Les passagers échangèrent des regards écarquillés, sentant que le drame qui semblait terminé ne faisait que commencer son deuxième acte. Nicolas se tourna légèrement, désignant Sandrine. « Voici le docteur Sandrine Dubois. Je crois que vous vous êtes déjà rencontrés. » Pour la première fois, le capitaine Lambert croisa directement son regard. La reconnaissance fut lente, se faisant jour avec une clarté douloureuse. Il l'avait renvoyée comme une nuisance, l'avait chassée comme une perturbation. Maintenant, elle se tenait devant lui, non pas comme une passagère, mais comme l'auditrice fédérale de la sécurité dont le nom figurait sur les directives mêmes qui régissaient sa profession. Sandrine inclina légèrement la tête, son ton calme, mesuré, mais tranchant dans sa précision. « Capitaine Lambert, je suis l'auteur principal de la directive de gestion des conflits 7B. Le protocole même que vous et votre équipage avez violé ce soir. » Les mots tombèrent comme des pierres dans une eau calme, envoyant des ondes de choc vers l'extérieur. Léo Fournier bougea sur son siège, réalisant soudain que le sol s'effondrait sous lui. Les yeux de Chloé Bernard s'écarquillèrent de quelque chose entre l'admiration et le soulagement, et Valérie Petit semblait avoir vu le sol basculer sous ses pieds. La voix de Nicolas remplit le silence. Sur la base du rapport du docteur Dubois, je cite votre équipage pour une violation catastrophique du jugement. Vous avez transformé un litige de siège en une expulsion de passagers sans suivre les étapes obligatoires de désescalade. Avec effet immédiat, ce vol est cloué au sol et votre équipage sera escorté pour des entretiens formels. Le visage de Lambert devint d'un rouge profond. C'est scandaleux, lança-t-il. J'exerce mon autorité de capitaine pour maintenir l'ordre. C'est ma prérogative en vertu de la loi fédérale. La voix de Sandrine trancha, calme, mais assez vive pour couper sa protestation en deux. L'autorité sans responsabilité n'est pas du leadership, capitaine. Vous n'avez pas maintenu l'ordre. Vous en avez abusé. Et vous l'avez fait au détriment de la sécurité et de la vérité. Les passagers environnants regardaient en silence, stupéfaits. Pour la première fois, le récit avait changé. La femme qu'ils avaient vue escorter comme un problème était maintenant celle qui maniait un pouvoir indéniable, parlant avec une clarté qui faisait vibrer l'air lui-même. Stéphane Lefebvre s'éclaircit la gorge, sa voix vacillante. Nous agissions sur la base des informations dont nous disposions. Le passager, Monsieur Fournier, était catégorique, Nicolas tourna son regard sur lui, et Stéphane flancha sous son poids. Monsieur Lefebvre, votre rôle était de désamorcer, pas d'amplifier. Au lieu de cela, vous avez présenté un refus calme comme une perturbation et avez empoisonné le jugement du capitaine avant même qu'il ne parle au docteur Dubois. Cet échec est documenté, et il sera traité. Valérie Petit déglutit difficilement, sa condescendance antérieure maintenant cassante et exposée. Elle regarda de Nicolas à Sandrine, cherchant une échappatoire, mais il n'y en avait aucune. Nicolas déplaça son attention sur Léo Fournier, qui était assis, rigide, au siège de A. Et vous, monsieur, vous êtes l'instigateur de cet incident. Vous fournirez une déclaration complète avant de quitter ce terminal. Je vous suggère de peser vos mots avec soin. La DGAC les examinera. Le visage de Léo perdit toute couleur. Il ouvrit la bouche pour argumenter, mais aucun son ne sortit. La bravade qui avait rempli sa voix plutôt s'évapora, ne laissant que la coquille vide d'un privilège mis à nu. Chloé Bernard resta immobile, la poitrine serrée. Pour la première fois, elle se permit de croiser à nouveau le regard de Sandrine. Il n'y avait aucune accusation dans les yeux de Sandrine, aucune amertume, seulement une force tranquille qui fit brûler la gorge de Chloé de regret. Elle réalisa qu'elle retenait son souffle depuis des heures. Et maintenant, enfin, elle expira. Nicolas recula légèrement, permettant à Sandrine de faire un demi-pas en avant. Sa voix était douce mais parvint à toutes les oreilles de la cabine. Ce qui s'est passé ici ce soir ne concernait pas un siège. Il s'agissait de respect. De savoir si une femme,
si n'importe quelle personne peut exister dans cet espace sans qu'on lui demande de renoncer à sa dignité pour la commodité de quelqu'un d'autre. Et chacun d'entre vous a maintenant été témoin de ce qui se passe lorsque ceux qui sont au pouvoir oublient leur devoir d'équité. Le silence qui suivit fut profond. Certains passagers baissèrent les yeux, honteux. D'autres la regardèrent avec quelque chose qui approchait la vénération. Chloé sentit des larmes lui piquer les yeux, non pas de tristesse, mais de la reconnaissance soudaine et écrasante qu'elle venait d'assister au courage dans sa forme la plus pure. La bouche du capitaine Lambert s'ouvrit comme pour répondre, mais Nicolas leva une main, le faisant taire. « Gardez ça pour votre entretien, capitaine. Pour l'instant, rassemblez votre équipage. Vous ne piloterez pas cet avion ce soir. » La finalité dans sa voix était absolue. Sandrine recula, sa posture droite, son calme inébranlable. Elle ne ressentait plus la piqûre de l'humiliation d'avoir été escortée. Cette marche dans l'allée avait été leur tentative de la briser. Maintenant, debout ici avec Nicolas à ses côtés, elle savait qu'ils ne s'étaient brisés qu'eux-mêmes. Léo bougea mal à l'aise, se ratatinant sur son siège. Chloé se redressa légèrement, sa colonne vertébrale se raidissant comme si la force de Sandrine lui avait prêté une partie de son feu. Valérie fixait le sol, ses mains se tordant nerveusement. Et le capitaine Lambert se tenait en silence, le poids de son autorité ruinée pesant lourdement sur ses épaules. Le drame de la soirée n'était pas terminé. Il y aurait des déclarations, des enquêtes, des conséquences qui se répercuteraient bien au-delà de cette cabine. Mais à ce moment-là, le vent avait tourné, et chaque témoin dans cette cabine première classe le savait. Sandrine Dubois avait été escortée comme un problème. Elle était revenue comme le châtiment. Les couloirs stériles du centre des opérations de l'aéroport semblaient plus froids que la passerelle d'embarquement. Des néons bourdonnaient faiblement au-dessus, projetant des ombres vives sur des murs peints de la couleur de vieux papier. L'atmosphère était glaciale, non seulement à cause de la climatisation, mais aussi à cause de ce que le bâtiment représentait, la responsabilité. Chaque passager du vol 729 avait été reprogrammé, réacheminé ou logé ailleurs. Le terminal s'était calmé en un chaos feutré de comptoirs de changement de réservation et de plaintes étouffées. Mais au cœur du centre des opérations, il n'y avait pas de bruit, seulement la machinerie silencieuse et méthodique d'une enquête qui commençait à se mettre en marche. On avait attribué au docteur Sandrine Dubois un petit bureau, une courtoisie réservée à son poste et à son autorité fédérale. Une cafetière de café intacte fumait doucement sur la table d'appoint, son arôme s'enroulant dans l'air. Mais Sandrine l'ignora. Elle était assise au bureau, la posture droite, son stylo se déplaçant régulièrement sur du papier ligné alors qu'elle rédigeait sa déclaration. Chaque mot précis, chaque phrase choisie avec soin. Elle n'avait pas besoin d'embellir. La vérité était assez accablante. Devant sa porte, les interrogatoires commencèrent. Valérie Petit fut la première. Elle entra dans la salle de conférence, toujours en uniforme, les épaules carrées, le menton haut, comme si elle pouvait s'en sortir en bluffant avec la confiance qu'il avait autrefois portée à travers d'innombrables vols. Elle s'assit en face de deux enquêteurs, l'un de la DGAC, l'autre de la gendarmerie des transports aériens, tous deux avec des bloc-notes ouverts, des stylos prêts. « Mademoiselle Petit », commença l'enquêteur de la DGAC, « racontez-nous ce qui s'est passé dans la cabine. » Valérie lissa sa jupe, gagnant du temps. J'essayais de gérer une situation entre deux passagers. Monsieur Fournier avait besoin de s'asseoir à côté de sa collègue pour terminer un travail urgent. Le docteur Dubois a refusé de coopérer. Elle était têtue, peu coopérative. L'enquêteur de la gendarmerie se pencha en avant. Élevait-elle la voix? Non, admit Valérie. Pas exactement, mais son ton était ferme, défiant. Vous a-t-elle menacé? A-t-elle utilisé un langage abusif? Les lèvres de Valérie se pincèrent. Non, mais, l'enquêteur de la DGAC la coupa. Donc, pour clarifier, elle était assise tranquillement à son siège attribué et a refusé de le céder lorsqu'on le lui a demandé. C'était là toute sa soi-disant perturbation. La confiance de Valérie vacilla. Elle tordit le mouchoir dans ses mains. J'essayais d'éviter une escalade. Parfois, il faut prendre des décisions sur le moment. Il nous semble, dit l'homme de la gendarmerie d'un ton sec, que c'est vous qui avez provoqué l'escalade. Vous avez pris parti pour le passager exigeant, ignoré les droits d'un autre et qualifié à tort son refus calme de comportement perturbateur. N'est-ce pas ce qui s'est passé?
Le souffle de Valérie se coupa. Le bouclier d'autorité dont elle s'était enveloppée s'effrita. Des larmes montèrent, mais ce n'étaient pas des larmes de remords, seulement de peur. Peur pour sa carrière, sa retraite, la fragile structure identitaire qu'elle avait construite en 2 décennies d'uniforme. Sa voix se brisa. Je vole depuis 25 ans. J'ai donné ma vie à ce travail. Alors vous auriez dû savoir, dit froidement l'enquêteur de la DGAC. Stéphane Lefebvre fut le suivant. Il entra dans la pièce avec la posture raide d'un homme qui croyait encore que la procédure était une armure. Sa cravate était parfaitement nouée, ses chaussures cirées, mais de la sueur perlait à ses tempes. Monsieur Lefebvre, commença un enquêteur, vous étiez le chef de cabine principal. Vous avez porté cette affaire à l'attention du capitaine. Pourquoi? La mâchoire de Stéphane se serra. J'agissais sur la base des informations que m'avait données mon hôtesse de l'air. J'ai fait confiance à son jugement. Elle a signalé que la passagère n'était pas coopérative. Avez-vous parlé vous-même au docteur Dubois avant d'impliquer le capitaine? Stéphane hésita. Non, les événements se sont déroulés rapidement. Je devais soutenir mon équipage. Vous avez soutenu une fausse déclaration, dit l'enquêteur sans ambages. Et ce faisant, vous avez violé plusieurs étapes du protocole de désescalade. Vous n'avez pas observé. Vous n'avez pas écouté. Vous avez simplement escaladé. Ce n'est pas du leadership, monsieur Lefebvre. C'est de l'abdication. Le masque soigneusement construit de Stéphane se fissura. Ses épaules s'affaissèrent. Il baissa les yeux sur ses mains jointes, les mots lui manquant. Pendant des années, il s'était appuyé sur l'autorité comme un bouclier, croyant que sa position l'isolait de tout examen. Mais sous l'éblouissement fluorescent de la responsabilité, il n'y avait pas de bouclier. Seulement un échec mis à nu. Le capitaine Pierre Lambert fit face à la salle la plus difficile. Il était assis en face de Nicolas Moreau lui-même, aux côtés d'un haut fonctionnaire de la DGAC arrivé dans l'heure. Un représentant syndical était assis à côté de Lambert, mais même sa présence ne pouvait adoucir le poids dans l'air. « Capitaine Lambert », dit le fonctionnaire de la DGAC, sa voix d'acier. « Décrivez-nous votre processus de prise de décision. » La voix de Lambert était rauque. Il raconta comment il avait été briefé par son chef de cabine et son hôtesse, comment il avait compris la situation comme celle d'une passagère perturbatrice refusant d'obéir. Il admit qu'il n'avait pas parlé directement au docteur Dubois avant d'ordonner son expulsion. La voix de Nicolas trancha. Vous avez regardé une femme calme assise à sa place et l'avez jugée comme un risque pour la sécurité. Pourquoi? La bouche de Lambert s'ouvrit, se ferma, puis s'ouvrit à nouveau. Parce que mon équipage, votre équipage a ressenti, interrompit Nicolas, sa voix s'élevant, et vous avez agi sans évaluer. Vous êtes un capitaine. Vous êtes le dernier rempart contre la bêtise. Et ce soir, vous l'avez cautionné. Lambert s'affaissa dans sa chaise, la honte s'infiltrant dans ses os. Pendant 30 ans, il avait porté son uniforme comme une couronne, son commandement incontesté. Maintenant, dépouillé sous la lumière fluorescente, il ressemblait moins à un commandant qu'à un homme qui avait confondu fierté et sagesse. Léo Fournier arriva au centre des opérations plein de fanfaronnades, exigeant des avocats, se plaignant des retards, sa voix vive et arrogante. Mais lorsqu'on l'informa qu'il faisait maintenant partie d'une enquête fédérale, son ton changea. Son entreprise avait déjà été contactée. Son rôle d'instigateur avait été noté. Son avocat lui conseilla de coopérer. Alors il le fit, pathétiquement. Je ne pensais pas que c'était grave, dit-il. C'était juste un siège. Ma réunion était importante. Des millions étaient en jeu. La voix de l'enquêteur était glaciale. Et vous croyez que votre réunion l'emportait sur la dignité d'une autre passagère? L'emportait sur les réglementations fédérales? Léo rougit, bafouilla, se tut. L'arrogance se vida de lui, ne laissant que la petite forme tremblante d'un homme qui avait pensé que le monde se plierait toujours à sa volonté. Sandrine termina sa déclaration en silence. Elle posa son stylo, relut les mots, puis signa en bas d'une main ferme. Son rapport n'était pas émotionnel. Il était factuel. Et il était dévastateur. Alors que la nuit s'approfondissait, les pièces du puzzle de la soirée se mirent en place, témoignages, contradictions, les façades effritées de l'autorité.
Sandrine parcourut le couloir une fois de plus, ses pas mesurés, son calme inébranlable. Elle n'avait pas besoin de jubiler. La vérité faisait ce travail pour elle. Pour chaque Léo Fournier qui souriait narquoisement, pour chaque Valérie Petit qui condescendait, pour chaque Stéphane Lefebvre qui abdiquait, pour chaque Pierre Lambert qui maniait l'autorité sans responsabilité, il y avait maintenant un châtiment. Et elle, Sandrine Dubois, avait simplement choisi de ne pas détourner le regard. À l'aube, l'aéroport bourdonnait au rythme d'une ville qui ne dort pas. Des annonces résonnaient dans les terminaux, des chariots à bagages roulaient sur les sols carrelés, et l'odeur omniprésente de café brûlé se mêlait au kérosène qui dérivait des pistes. Mais entre les murs stériles du centre des opérations, le silence avait régné toute la nuit. Le docteur Sandrine Dubois sortit du petit bureau où elle avait rédigé son rapport. Le ciel à l'extérieur des couloirs vitrés commençait à pâlir, des traînées de rose et d'orange traversant l'horizon. Elle se déplaçait avec le même sang-froid qu'elle avait affiché dans la cabine, calme, délibérée, intacte. Le poids de la nuit était lourd, mais il ne l'avait pas courbée. Nicolas Moreau la rejoignit à la jonction du couloir. Sa chemise était froissée, sa cravate desserrée, mais ses yeux étaient vifs, éveillés par l'urgence d'un homme qui jonglait avec le destin de tout un terminal. « Votre rapport est déposé, dit-il, sa voix calme mais stable. La DGAC l'a déjà. Ils agissent vite. » Sandrine inclina légèrement la tête. Ils le devraient. Il ne s'agissait jamais seulement de moi. Il s'agit de savoir si l'on peut faire confiance aux personnes investies de l'autorité. Nicolas expira, presque un soupir. Vous venez de tirer le fil de quelque chose de bien plus grand qu'un seul vol. Et l'effilochage a déjà commencé. Il n'exagérait pas. De l'autre côté du terminal, un jeune blogueur tech qui était assis en classe à faire la nuit précédente téléchargea une vidéo de 3 minutes sur son fil d'actualité. Il avait enregistré discrètement, son téléphone incliné juste assez pour capturer la confrontation, le refus calme de Sandrine, les soupirs arrogants de Léo Fournier, la condescendance de Valérie Petit, et enfin le capitaine Pierre Lambert invoquant le risque pour la sécurité comme un marteau. La vidéo se terminait avec Sandrine rassemblant ses affaires avec une dignité tranquille, marchant dans l'allée sous le poids des regards jugeurs. Le titre qu'il lui donna était simple, mordant, acte de classe contre équipage sans classe. Avant que le soleil ne se lève complètement, la vidéo s'était propagée comme une traînée de poudre. Les hashtags fleurirent, justice pour Sandrine, son siège 729, volé avec respect. Les commentaires affluèrent du monde entier. C'est la personne la plus calme de la pièce et il la traite de perturbatrice. Voilà pourquoi la formation sur les préjugés implicites est importante. Ce capitaine a échoué dès le départ. Respect au docteur Dubois. La grâce sous le feu. Une reine absolue. La vidéo passa des réseaux sociaux aux journaux télévisés du matin. Les présentateurs rediffusèrent les images, secouant la tête avec incrédulité, contrastant la sérénité de Sandrine avec l'agression croissante de ceux qui l'entouraient. En quelques heures, toutes les grandes chaînes titraient « Une femme noire escortée hors d'un avion ». 10 minutes plus tard, elle paralyse une piste. Pendant ce temps, au centre des opérations, les retombées s'accélérèrent. Léo Fournier était assis dans une salle d'attente avec son avocat, son téléphone vibrant de messages qu'il n'osait pas ouvrir. L'équipe de relations publiques de son entreprise était déjà en pleine crise. Leur image d'inclusivité soigneusement cultivée s'effondrait sous le poids d'un scandale viral lié à son nom. Chloé Bernard était assise dans une autre pièce, la tête entre les mains. On lui avait demandé une déclaration, et elle en avait donné une, véridique, sans phare. Pour la première fois, elle avait dit à voix haute ce dont elle avait été témoin, que Sandrine Dubois avait été calme, raisonnable et lésée. Ces mots, combinés à la vidéo virale, peignaient un tableau d'une clarté dévastatrice. Et dans un coin de son esprit, Chloé ressentait à la fois de la culpabilité et du soulagement. Culpabilité de ne pas avoir parlé quand cela comptait le plus. Soulagement qu'au moins maintenant sa voix pourrait aider à réparer une partie des dégâts. Au siège d'Air France à Paris, la salle du conseil vibrait de fureur. Les dirigeants se pressaient autour d'un grand écran affichant la couverture médiatique en direct, leur visage pâle alors que les chiffres défilaient en bas, cours de l'action en chute libre, hashtag en tendance, présentateur disséquant chaque seconde des images. C'est une catastrophe, siffla un membre du conseil. Des milliards de capitalisation boursière évaporées en une nuit. Le PDG, Jean Girard, pinça l'arête de son nez. Nous devons anticiper. Publier une déclaration.
Des excuses complètes. Suspension de l'équipage. Quelque chose. N'importe quoi. Pas assez, rétorqua un autre membre du conseil. Ce n'est pas n'importe quelle passagère. C'est le docteur Sandrine Dubois. Comprenez-vous qui c'est? La DGAC l'écoute. Les régulateurs connaissent son nom. Si elle écrit dans son rapport que nos équipages ne sont pas sûrs, nous sommes cloués au sol. Point final. La pièce tomba dans un silence sinistre. De retour à l'aéroport, Sandrine traversa le terminal avec Nicolas à ses côtés. Les passagers chuchotaient à son passage, la reconnaissance se propageant plus vite que la rumeur. Certains l'approchèrent avec hésitation, offrant des mots de soutien. « Merci d'avoir tenu bon », dit doucement une femme, serrant la main de sa fille adolescente. Elle avait besoin de voir quelqu'un faire ça. Sandrine sourit doucement, posant une main sur celle de la jeune fille. « Ne laisse jamais personne te dire que ta place est plus petite que la leur, » dit-elle, sa voix chaude mais stable. Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent, et elle hocha la tête avec ferveur, comme si elle emmagasinait les mots comme une armure. Nicolas jeta un coup d'œil à Sandrine alors qu'il continuait. « Vous réalisez que vous êtes devenu un symbole maintenant ?» Sandrine secoua la tête. « Les symboles sont dangereux. Les gens y projettent ce qu'ils veulent. Je suis juste une femme qui a refusé de céder sa place. » Nicolas eut un rire sans joie. « Peut-être, mais vous avez aussi cloué au sol la compagnie aérienne la plus puissante de ce terminal. Ça ne se fait pas discrètement. » Dans les studios de télévision à travers le pays, des experts disséquaient les images, faisant appel à des analystes de l'aviation, des formateurs en diversité et même d'anciens pilotes. Certains défendirent le capitaine Lambert, affirmant qu'il avait agi dans le cadre de son autorité. Mais leurs arguments s'effondrèrent face au poids de la directive que Sandrine elle-même avait rédigée. Un présentateur le formula sans détour, ce n'était pas seulement un mauvais jugement. C'était un préjugé systémique à 10 000 mètres d'altitude. Et grâce au docteur Dubois, le système est enfin tenu pour responsable. Tard ce matin-là, alors que Sandrine était de nouveau assise dans le calme du bureau des opérations, son téléphone vibra d'un appel. Le nom sur l'écran la fit marquer une pause, Jean Girard, PDG d'Air France. Elle répondit calmement. « Monsieur Girard. » Sa voix était épaisse de contrition, pratiquée et douce. « Docteur Dubois, au nom d'Air France, je tiens à vous présenter personnellement nos plus profondes excuses pour l'incident de la nuit dernière. Ce que vous avez vécu était inacceptable. Je vous assure que nous prenons des mesures immédiates. » Sandrine le coupa doucement, mais fermement. « Monsieur Girard, épargnez-moi les platitudes. Ce n'était pas un hasard. C'était un symptôme. On ne répare pas les symptômes. On traite la maladie. Tant que vous n'aurez pas abordé la culture qui a produit cet échec, vos excuses n'auront aucun sens. » Il y eut un silence sur la ligne. Puis, finalement, une expiration résignée. « Nous resterons en contact. » Sandrine raccrocha, son visage illisible. Dans l'après-midi, l'histoire avait traversé les océans. Les médias européens rediffusaient les images. Les transporteurs asiatiques publiaient des déclarations sur leurs propres protocoles. Et les militants du monde entier saluaient Sandrine comme une force tranquille de changement. Mais Sandrine elle-même était assise dans le bureau de l'aéroport, sirotant enfin le café maintenant froid. Ses yeux étaient fatigués, mais son esprit stable. Elle n'avait pas cherché ce combat. Elle n'avait pas demandé à être érigée en symbole. Mais parfois, le combat vous trouve. Et quand il le fait, le seul choix est de tenir bon ou de céder. Elle avait choisi de tenir bon. Et à cause de ce choix, le monde entier regardait maintenant. Les heures qui suivirent furent une masterclass en démantèlement. Les événements d'un seul vol se métastasèrent en une crise à l'échelle de la compagnie aérienne, se propageant dans les salles de rédaction, les salles de marché et les salles de conseil comme une contagion irrésistible. Au centre des opérations de CDG, les interrogatoires immédiats prirent fin, mais les répercussions ne faisaient que commencer. Chaque mot, chaque geste de la nuit précédente fut documenté, recoupé et tissé dans des rapports qui portaient le poids de l'application fédérale. Les membres de l'équipage, autrefois vêtus de l'autorité de leurs uniformes, étaient maintenant réduits à des employés effrayés s'accrochant à des explications qui ne tenaient plus. Valérie Petit fut convoquée dans un bureau stérile des ressources humaines au hub de l'aéroport. Elle entra les épaules voûtées,
les yeux vides de la nuit blanche. Elle s'attendait à un blâme, peut-être une suspension. Elle se croyait encore malchanceuse, incomprise, peut-être même la victime. La réunion dura moins de 5 minutes. Avec effet immédiat, dit le responsable des RH, la voix plate, votre emploi chez Air France est terminé. Vos accès sont révoqués. Valérie cligna des yeux, stupéfaite. Mes 25 ans, ma retraite, mes avantages, votre conduite la nuit dernière était en violation directe des réglementations de la DGAC et des directives fédérales, la coupa le responsable. Votre image est déjà devenue virale. Vous êtes un passif. Son souffle se coupa dans sa gorge. Sa carrière. La seule identité qu'elle ait jamais connue s'effondra avec une simple feuille de papier glissée sur la table. L'uniforme qui lui donnait autrefois autorité était maintenant son carcan. Elle sortit de la pièce non pas comme une intendante du pouvoir, mais comme un exemple à ne pas suivre. Stéphane Lefebvre fit face à une réunion plus longue et plus froide. En tant que chef de cabine, il avait cru que son ancienneté le protégeait. Mais le rapport de l'enquêteur exposa ses échecs sans phare. Il n'avait pas désamorcé, n'avait pas vérifié les faits, n'avait pas rempli le devoir même que son poste exigeait. Dans la salle de conférence des RH, il tenta de monter une défense. Je suivais la procédure. J'ai soutenu mon équipage. Le directeur des RH fit glisser le rapport sur le bureau. Non, monsieur Lefebvre. Vous avez contourné la procédure. Vous avez soutenu un mensonge. Vous n'avez pas su diriger. Ce n'est pas la procédure. C'est de la négligence. Stéphane déglutit difficilement, sa voix s'éteignant en un murmure. J'ai donné 30 ans à cette compagnie. Alors vous auriez dû savoir, répondit le directeur. À la fin de la journée, son badge d'accès à l'aéroport ne fonctionnait plus. Il quitta le bâtiment en portant une boîte d'effets personnels. Son autorité réduite à rien d'autre qu'un fragile souvenir. Pour le capitaine Pierre Lambert, la chute fut encore plus dure. En tant que commandant de bord senior, il était protégé par un syndicat puissant, mais même ne purent le protéger de la DGAC. Sa licence fut suspendue en attendant un examen psychiatrique et de compétences complet. Dans les semaines qui suivirent, le fier pilote qui commandait autrefois des Boeing 787 se retrouva dans une salle de classe fluorescente à Clermont-Ferrand, écoutant un psychologue de 28 ans donner des conférences sur les micro-agressions et la désescalade. Ses pairs, d'autres capitaines, le regardaient avec un mélange de pitié et de dédain. Il avait enfreint la règle cardinale, ne jamais laisser les différends en cabine compromettre le commandement. Sa fierté se transforma en une onde corrosive. Il ne commanderait plus jamais les cieux. La chute de Léo Fournier fut plus rapide et publique. Son nom, non expurgé dans des notes de la DGAC qui avaient fuité, devint synonyme d'arrogance. Des captures d'écran de son profil LinkedIn circulèrent en ligne avec des légendes moqueuses. Des hashtags lièrent son nom à l'avidité, aux privilèges et aux préjugés. Dans son entreprise, Eldridge Capital, les dirigeants fulminaient à huis clos. Leur partenaire de fusion européen s'était déjà retiré, invoquant des préoccupations concernant la culture de leadership. Des centaines de millions s'évaporèrent du jour au lendemain. Léo fut convoqué à une réunion avec le conseiller juridique principal de la société et le responsable des RH. Le verdict fut court et sans pitié. Vos actions sur le vol 729 ont jeté le discrédit sur cette entreprise, dit le conseiller. Vous nous avez coûté des clients, du capital et de la crédibilité. Avec effet immédiat, votre emploi est terminé. Léo ouvrit la bouche pour argumenter, mais le responsable des RH poussa un dossier vers lui. À l'intérieur se trouvait une lettre de licenciement et une indemnité de départ réduite à l'os. Son badge de sécurité fut désactivé avant la fin de la réunion. Au moment où il quitta le bâtiment, son email avait disparu, son bureau était réaffecté, son nom effacé de l'annuaire de l'entreprise. Il avait exigé le siège de quelqu'un d'autre. Finalement, il perdit tous les sièges qui comptaient. Chloé Bernard, cependant, se retrouva dans une position inattendue. Quelques semaines plus tôt, elle était la discrète associée junior, terrifiée à l'idée de s'opposer à son patron. Mais son témoignage avait été accablant et véridique. Eldridge Capital, désespéré de sauver sa crédibilité, examina son dossier et la promut. Elle hérita des comptes même que Léo avait perdus. En entrant dans son nouveau bureau d'angle, elle s'arrêta près de la fenêtre, regardant l'horizon. Elle pensa au regard calme de Sandrine Dubois,
à la compréhension tacite dans ce bref échange dans la cabine. Chloé murmura doucement pour elle-même. Elle s'est battue pour moi, aussi. Au siège d'Air France, les dégâts étaient existentiels. Les cours de l'action s'effondrèrent. Des poursuites judiciaires se profilaient. Les régulateurs tournaient comme des faucons. Dans une salle de conseil surplombant Paris, les dirigeants débattaient désespérément. Le message de la DGAC avait été brutal, pas d'opération complète tant que chaque équipage dans le monde n'aurait pas terminé une nouvelle formation sur la désescalade et la gestion des préjugés. Et l'ironie était plus profonde que n'importe quelle poursuite, le cabinet choisi pour concevoir et superviser le programme de recyclage n'était autre que le Washington Ellison Consultancy Group, cofondé par Sandrine elle-même. C'était élégant. C'était dévastateur. La compagnie aérienne paierait maintenant la femme même qu'ils avaient humiliée pour reconstruire la culture qui lui avait fait défaut. Jean Girard, le PDG, regardait par les fenêtres en verre, les mains jointes dans le dos. Il avait bâti son empire sur le prestige, sur l'illusion du luxe dans les cieux. Maintenant, cet empire était lié au jugement de la femme que ses employés avaient tenté de rejeter comme une nuisance. L'humiliation était absolue. Dans le calme de sa maison de campagne en Provence des semaines plus tard, Sandrine Dubois réfléchit non pas au triomphe, mais aux conséquences. Elle n'avait pas cherché à ruiner des carrières ou à faire tomber des entreprises. Elle avait simplement refusé de renoncer à sa dignité. Mais les dominos étaient tombés néanmoins. Elle pensa aux larmes de Valérie, aux épaules affaissées de Stéphane, aux yeux vides de Lambert, à l'effondrement de Léo, à la gratitude timide de Chloé. Elle ne ressentait aucune joie mauvaise, seulement une profonde tristesse qu'il ait fallu l'humiliation et l'effondrement pour que les gens apprennent ce que la décence aurait dû leur enseigner depuis le début. Pourtant, elle ressentait aussi une clarté féroce. C'était le travail auquel elle avait consacré sa vie, construire des systèmes qui protègent les gens, non seulement mécaniquement, mais moralement. Le ciel ne pouvait pas être sûr si ses gardiens étaient aveugles à leurs propres préjugés. En fermant son carnet, elle murmura au silence de la pièce, le respect n'est pas facultatif. Ni au sol, ni dans les airs, ni jamais. L'histoire du vol 729 ne s'est pas terminée à CDG, ni dans les bureaux feutrés des RH où des carrières se sont effondrées. Elle s'est répandue à travers les villes, les pays, les continents. Ce qui avait commencé comme une simple confrontation pour un siège est devenu une conversation que le monde ne pouvait plus éviter. En une semaine, toutes les grandes compagnies aériennes européennes avaient publié de nouvelles déclarations de politique. Elles parlaient d'un réengagement en faveur de l'équité, d'un accent renouvelé sur la désescalade, d'une tolérance zéro pour les pratiques discriminatoires. Mais les mots n'étaient pas nés d'une soudaine clarté morale. Ils étaient nés de la peur. La peur d'être le prochain scandale viral, la peur de devenir le prochain Air France. Les chefs syndicaux tinrent des réunions d'urgence. Les associations d'hôtesses de l'air se dépêchèrent de lancer des programmes de recyclage. Les pilotes chuchotaient dans les salons d'équipage, soudain conscients que leur autorité autrefois absolue pouvait être scrutée, remise en question, renversée. À Bruxelles, les régulateurs annoncèrent qu'ils réexamineraient les cadres des droits des passagers, citant le vol 729 comme une étude de cas. En Asie, les compagnies aériennes invitèrent discrètement des consultants en diversité dans leurs centres de formation. En Afrique, des chroniqueurs écrivirent sur Sandrine Dubois comme si elle était une guerrière qui s'était battue non pas avec les poings ou la fureur, mais avec l'immobilité et la loi. Les journaux télévisés rediffusèrent la vidéo de 3 minutes encore et encore, chaque image disséquée. Les commentateurs s'émerveillèrent du sang-froid de Sandrine. La façon dont elle avait plié son blazer avec un soin méticuleux. La façon dont elle parlait sans élever la voix. La façon dont son calme était devenu plus puissant que l'autorité qui tentait de la faire taire. Elle a transformé leur performance en leur perte, a déclaré un présentateur. Ils s'attendaient à de l'indignation. Elle leur a donné de la dignité. Et la dignité est plus difficile à rejeter. À Paris, des commissions parlementaires commencèrent à murmurer sur une nouvelle législation de surveillance. Un sénateur brandit une impression du titre viral, une femme noire escortée hors d'un avion. 10 minutes plus tard, elle paralyse une piste, et déclara « Si cela peut arriver au docteur Dubois, cela peut arriver à n'importe qui. Nos cieux doivent être sûrs pour chaque citoyen, pas seulement pour quelques privilégiés. » Les mots trouvèrent un écho au-delà des clivages politiques. Pour une fois, le problème n'était pas partisan. Il était humain. Pour Sandrine, l'éclat soudain de l'attention mondiale était désorientant.
Les journalistes appelaient son téléphone à toute heure. Les militants voulaient qu'elle parle lors de rassemblements. Les compagnies aériennes voulaient engager sa société de conseil du jour au lendemain. Mais elle n'aspirait ni au microphone ni aux scènes. Elle retourna tranquillement à son travail, rédigeant des modules de formation, conseillant les régulateurs, encadrant de jeunes ingénieurs. Lorsqu'on lui demandait des interviews, elle choisissait avec parcimonie. Quand elle parlait, ses mots étaient mesurés, sa voix calme. « Je ne suis pas un symbole », dit-elle à un intervieweur. « Je suis une personne qui a refusé de céder sa place. Si ce refus inspire les autres, alors qu'il les inspire non pas à moi, mais à eux-mêmes. Chaque passager a droit à la dignité. Chaque travailleur a le devoir de l'honorer. C'est tout. » Le clip de ces paroles fut diffusé à une heure de grande écoute. Des téléspectateurs du monde entier les répétèrent comme un mantra, chaque passager a droit à la dignité. Léo Fournier, maintenant au chômage et en disgrâce, devint le sombre miroir de l'histoire. Des articles détaillèrent sa chute avec une précision brutale. Ses anciens collègues parlèrent anonymement de son arrogance. Les tabloïds publièrent des photos de lui quittant son appartement, le visage caché sous une casquette de baseball, comme si la honte était un déguisement. Pour Chloé Bernard, l'effet d'entraînement fut différent. Elle se retrouva invitée à des tables rondes sur l'éthique dans les affaires, invitée à décrire ce que l'on ressentait en étant témoin d'une injustice et en gardant le silence. Au début, sa voix tremblait. Puis elle devint plus forte. « Je n'ai pas parlé quand j'aurais dû », admit-elle. Mais parce que le docteur Dubois a tenu bon, j'ai eu une seconde chance de dire la vérité. Je ne gâcherai pas cette chance à nouveau. Son honnêteté résonna. Elle devint une défenseur discrète de la responsabilité d'entreprise, la preuve que même le silence pouvait être racheté s'il était suivi de courage. Pendant ce temps, au sein d'Air France, la transformation fut sismique. Des divisions entières de formation furent reconstruites à partir de zéro. Des consultants affluèrent, des formateurs en diversité, des experts en résolution de conflits, des psychologues. Et à la tête de tout cela, supervisant discrètement, se trouvait le cabinet de conseil de Sandrine. Les dirigeants s'irritèrent de l'ironie. Les pilotes se hérissèrent sous l'examen. Mais le travail avançait, implacable. Vol par vol, équipage par équipage, la culture changeait, lentement, imparfaitement, mais indéniablement. Les passagers le remarquèrent aussi. Des semaines plus tard, une femme en première classe sur une autre compagnie aérienne refusa de céder sa place sous une pression similaire. Cette fois, l'hôtesse de l'air s'excusa auprès du passager exigeant à la place. « Je suis désolée, monsieur, dit-elle fermement, mais ce siège lui appartient. » Quelqu'un filma la scène. Le clip devint viral avec un nouveau hashtag, l'effet Dubois. Sandrine observa ces développements avec un mélange de soulagement et de prudence. Elle savait que l'attention du public était versatile. L'indignation d'aujourd'hui pouvait devenir le titre oublié de demain. Mais elle savait aussi que le changement, une fois commencé, avait une façon de se propager hors de tout contrôle. Le soir, dans le calme de sa maison, elle réfléchit à cet étrange voyage. Elle pensa à la jeune fille dans le terminal dont la mère l'avait remerciée. Elle pensa au sourire tremblant de Chloé quand elle avait enfin dit la vérité. Elle pensa à Nicolas Moreau, autrefois son élève, maintenant son allié, se tenant à ses côtés dans la cabine alors que la justice était révélée. Elle pensa aussi à Valérie, Stéphane et Lambert, non pas avec haine, mais avec une triste lassitude. Ils n'avaient pas été des monstres. Ils avaient été des gens ordinaires qui avaient laissé les préjugés les aveugler. Et pourtant, un préjugé ordinaire pouvait blesser aussi vivement que la malveillance. Sa conclusion était simple, inébranlable, le changement ne venait pas seulement de la punition. Il venait du souvenir, du refus d'oublier. À la fin de ce mois, la boîte de réception de Sandrine débordait d'invitations. Les universités voulaient qu'elle donne des conférences. Les entreprises voulaient qu'elle les conseille. Les militants voulaient qu'elle soutienne des campagnes. Elle en accepta peu. Elle choisit avec soin. Elle savait que sa voix avait du poids maintenant. Mais elle savait aussi que le pouvoir, comme l'autorité, exigeait de la retenue. Lors d'une petite conférence à Lyon, elle accepta finalement de parler. La salle était remplie de jeunes ingénieurs, de pilotes en formation et d'étudiants en droit. Elle se tenait au pupitre, ses cheveux poivre et sel captant la lumière, ses boucles d'oreilles en perles discrètes mais dignes.
Sa voix était calme, sa cadence mesurée, comme une symphonie jouée sur une seule note stable. On me demande souvent, comment ça-t-elle, ce que j'ai ressenti en paralysant une piste. Mais c'est la mauvaise question. La question que nous devrions nous poser est, pourquoi la piste a-t-elle dû être paralysée? Pourquoi une équipe de professionnels a-t-elle vu une femme tranquille comme une menace? Pourquoi le silence a-t-il pesé plus lourd que la décence dans cette cabine? Ces questions comptent plus que ce que j'ai ressenti, car les réponses révèlent le monde que nous devons encore changer. Le public était silencieux, écoutant, suspendu à ces mots. Elle fit une pause, puis continua. Le respect n'est pas quelque chose que l'on exige. C'est quelque chose que l'on donne. Et quand on refuse de le donner, quand on confond l'arrogance avec l'autorité, les conséquences viendront. Que ce soit dans une vidéo virale, un vol cloué au sol ou l'érosion de la confiance. Les cieux nous appartiennent à tous. Ils ne sont sûrs que lorsqu'ils sont justes. La salle éclata en applaudissements. Certains se levèrent, applaudissant avec des larmes aux yeux. Sandrine inclina légèrement la tête, non pas avec fierté, mais avec une reconnaissance tranquille. Loin de cette salle de conférence, des passagers montaient à bord des avions avec une nouvelle conscience. Certains regardaient les hôtesses de l'air avec des yeux plus vifs. Certains chuchotaient à propos de Sandrine Dubois comme si elle était un mythe, une histoire racontée à 10 000 mètres d'altitude. Et bien qu'elle ne se soit jamais qualifiée de symbole, elle en était devenue un néanmoins, une force tranquille, un châtiment calme, une ondulation devenue une vague. Les semaines se transformèrent en mois, mais l'écho du vol 729 refusa de s'estomper. Les cycles d'actualité avaient changé, comme toujours. Mais l'histoire perdurait, racontée dans les salles de classe, référencée dans les manuels de formation, chuchotée par les passagers alors qu'ils bouclaient leur ceinture. Pour le docteur Sandrine Dubois, la vie retrouva son rythme, bien que jamais tout à fait le même qu'auparavant. Elle retourna à son cabinet de conseil, rédigeant des protocoles de sécurité, conseillant les régulateurs, encadrant des ingénieurs. Pourtant, où qu'elle aille, le poids de la reconnaissance la suivait. Des inconnus l'abordaient dans les aéroports, certains hésitants, d'autres enhardis, leurs mots doux mais urgents. « Merci de ne pas avoir bougé », murmura une femme dans un salon de départ, serrant sa carte d'embarquement comme une bouée de sauvetage. « Vous m'avez rappelé que je n'ai pas à me faire petite. » Un jeune homme en uniforme, à peine sorti de sa formation, l'arrêta un jour près du retrait des bagages, ses yeux brillant d'une conviction sincère. « Madame, je suis un nouvel agent de bord. Je vous promets que je ne serai jamais une Valérie Petit. Jamais. » Sandrine souriait doucement, hochant la tête. « Souvenez-vous, lui dit-elle, l'autorité n'est pas une arme. C'est une responsabilité. » Ces mots vécurent en lui longtemps après qu'elle se fût éloignée. Dans le monde entier, l'effet d'entraînement se durcit en héritage. Les compagnies aériennes de tous les continents mirent en place une formation obligatoire sur les préjugés. La DGAC élargit les comités de surveillance. Les universités ajoutèrent le cas du vol 729 à leur programme d'éthique. Il devint une référence non seulement en matière de sécurité aérienne, mais aussi de responsabilité sociale. Et la vidéo continuait de circuler. Des étudiants la regardaient dans leurs chambres universitaires. Des avocats la citaient dans les tribunaux. Des militants la projetaient sur des écrans de protestation. Chaque fois, la voix calme et les mouvements délibérés de Sandrine racontaient à nouveau l'histoire, non pas avec spectacle, mais avec l'indéniable tranquillité de la vérité. Pourtant, Sandrine elle-même ne vit jamais l'histoire comme un triomphe. Tard le soir, assise près de la fenêtre de sa maison de campagne en Provence, elle réfléchissait avec à la fois fierté et tristesse. Elle pensait à Léo Fournier, non pas avec haine, mais comme un rappel du privilège non contrôlé. Elle pensait à Chloé Bernard, qui avait trouvé sa voie, et espérait silencieusement que la jeune femme la porterait plus loin. Elle pensait à Valérie Petit et Stéphane Lefebvre, dont les carrières s'étaient effondrées non pas par pure malveillance, mais par la lente corrosion de petits préjugés laissés sans contestation. Et elle pensait au capitaine Pierre Lambert, dont la chute la blessait le plus. Pendant 3 décennies, il avait commandé les cieux. Pourtant, en une nuit, il avait confondu l'arrogance avec l'autorité. Elle n'avait pas pitié de lui. Elle avait pitié du monde qui lui avait appris que le pouvoir signifiait ne jamais se remettre en question. Sa tristesse n'était pas pour l'effondrement des réputations, mais pour la vérité qu'il avait fallu tant de douleur pour enseigner des leçons aussi simples. Un soir,
Nicolas Moreau lui rendit visite dans son bureau. Les deux anciens collègues partagèrent un thé, leur conversation calme, sans hâte. « Regrettez-vous parfois que ce soit arrivé » demanda doucement Nicolas. Sandrine regarda dans sa tasse, la vapeur s'élevant comme de la fumée. « Je regrette que cela ait dû arriver, dit-elle. Mais la vie nous demande rarement ce que nous souhaitons. Elle nous demande ce que nous ferons de ce qui nous est donné. » Nicolas hocha la tête. « Et vous en avez fait un châtiment. » Sandrine sourit faiblement, bien que ses yeux fussent fatigués. « J'en ai fait un rappel. Les châtiments vont et viennent, mais les rappels. Les rappels peuvent durer. » Des mois plus tard, elle fut invitée à prononcer un discours d'ouverture lors d'un sommet international de l'aviation à Genève. La salle était remplie de dirigeants, de régulateurs et de jeunes stagiaires du monde entier. Alors qu'elle montait sur scène, la salle se leva pour une ovation debout avant même qu'elle n'ait parlé. Elle leva doucement la main, demandant le silence. « Mesdames et messieurs » commença-t-elle, sa voix calme, délibérée, résonnante. « Le ciel nous appartient à tous. » Mais trop souvent, le droit à la dignité a été traité comme un privilège au lieu d'une garantie. Le vol 729 n'était pas extraordinaire parce qu'une injustice s'est produite. L'injustice se produit tous les jours. Il était extraordinaire parce que le monde l'a enfin vu. Et le monde a enfin dit « assez ». Elle fit une pause, laissant le silence s'installer comme un poids. Ma leçon pour vous est simple. Le respect n'est pas facultatif. La justice n'est pas négociable. Et l'autorité sans responsabilité n'est rien d'autre que de la tyrannie en uniforme. Les mots tombèrent avec la force de la vérité. Certains dans l'auditoire semblaient secoués, d'autres inspirés, tous attentifs. Sandrine se pencha légèrement vers le micro. « Je n'ai pas bougé de mon siège cette nuit-là parce que ce n'était jamais juste un siège. C'était le terrain sur lequel se tenait la dignité, et j'ai refusé de l'abandonner. Chacun d'entre vous fera face à des moments, peut-être pas dans un avion, peut-être pas en public, mais des moments où l'on vous demandera de renoncer à quelque chose d'essentiel. J'espère que vous vous souviendrez que le défi silencieux n'est pas une faiblesse. C'est une force. » La salle éclata à nouveau en applaudissements, des vagues de son roulant comme le tonnerre. De retour chez elle, assise une fois de plus près de sa fenêtre, Sandrine s'autorisa un rare sourire. Elle ne se voyait pas comme une héroïne, ni comme un symbole. Elle se voyait comme une femme qui avait choisi l'immobilité plutôt que la reddition. Et ce choix était devenu un héritage. Le monde avait appris non pas par des cris, non pas par le chaos, mais par la voix calme et inébranlable d'une passagère qui ne bougerait pas. Et ainsi, l'histoire du vol 729 perdure, non pas comme un scandale, non pas comme une vidéo virale, mais comme un rappel vivant que le respect est le fondement de la justice, et que la justice est la sève de toute société qui ose se dire juste. Sandrine Dubois n'a jamais demandé à paralyser une piste. Mais quand le moment est venu, elle a fait plus que cela. Elle a ouvert une porte, et par cette porte est entrée une nouvelle attente, que les cieux, comme la terre en dessous, doivent être un terrain d'égalité pour chaque être humain. L'histoire du vol 729 ne concerne pas seulement une femme et un vol. Elle concerne ce qui se passe lorsque les préjugés sont autorisés à se déguiser en autorité et lorsque le silence est choisi plutôt que le courage. Le docteur Sandrine Dubois n'a pas élevé la voix. Elle ne s'est pas battue ni n'a crié. Elle a simplement refusé de renoncer à sa dignité. Et ce faisant, elle a exposé un système construit sur les préjugés, forçant toute une industrie à changer. Son défi calme nous rappelle une vérité puissante. Le respect n'est pas facultatif. La justice n'est pas négociable. Lorsque ceux qui sont au pouvoir en abusent, les conséquences se répercutent bien au-delà d'une cabine, d'un vol ou d'une entreprise. En réfléchissant à l'histoire de Sandrine, souvenons-nous des passagers qui sont restés silencieux, de l'équipage qui a failli à son devoir et de la bravoure tranquille d'une femme qui a tenu bon. Ce n'est pas seulement son héritage. C'est un appel à chacun de nous. Que feriez-vous si c'était votre siège, votre dignité, votre silence qui était exigé? Si cette histoire vous a ému, veuillez aimer cette vidéo, la partager largement et vous abonner à notre chaîne. Ensemble, continuons à raconter des histoires qui exposent l'injustice, honorent la résilience et rappellent au monde que le véritable pouvoir réside dans l'intégrité.